Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'En attendant ma lettre de Poudlard, un épisode que j'avais vraiment hâte de faire, qui est placé aussi stratégiquement. On vient de finir le tome 6, on s'en va éventuellement sur le tome 7, donc c'était parfait de faire un épisode sur les Horcruxes. Faut vraiment voir ça aujourd'hui comme un masterclass. Horcrux 101, c'est pour ça que j'ai appelé ça de même, le titre de l'épisode. Vous pensez peut-être tout connaître des Horcruxes, mais aujourd'hui, on va vraiment prendre le temps de développer sur plein d'éléments importants. On va parler de la création des Horcruxes, la destruction de ceux-ci, qui d'autre a créé des Horcruxes, et dans l'après-show, on va même développer sur certaines théories populaires entourant les Horcruxes. Juste avant qu'on commence l'épisode, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les rôtisseries Scores ont décidé de s'associer avec le podcast pour quelques épisodes, puis je suis vraiment contente parce que Scores, c'est un restaurant que j'aime beaucoup. J'allais souvent là avec ma famille quand j'étais jeune, puis encore aujourd'hui, c'est comme une valeur sûre niveau restauration pour moi. Alors, pour quelques épisodes, ce que je vais faire, c'est que je vais vous recommander un item sur le menu de Scores et l'associer avec un personnage d'Harry Potter qui, selon moi, commanderait ça s'il allait chez Scores. Fait que, tu sais, on va rester thématique, là. Le bar à salade, c'est un intemporel chez Scores, là, je voulais quand même le dire. Mais aujourd'hui, dans le fond, vu qu'on parle d'Horcruxes, on va s'éloigner un peu du bar de salade, là, je voulais qu'on associe le plat de Voldemort. Qu'est-ce que Voldemort mangerait chez Scores? Donc là, c'est ça. On parle d'Horcruxes. Là, moi, je me suis dit, OK, on va y aller là, style fanfiction. Voldemort vient de créer un Horcrux. Il a faim. Ça doit vraiment tirer du jus, là, je me dis, tu sais, tu sépares ton âme. Il s'en va chez Scores avec un énorme appétit et donc va prendre une grosse assiette. Et l'assiette que j'ai choisie pour lui, c'est l'assiette avec 3 filets de poulet croustillants. Ça, by the way, c'est comme mon must. Je prends tout le temps ça. Et dans l'assiette, il y a également des demi-côtes levées. Et ça vient avec un choix d'accompagnement de frites, patates au four ou riz. Puis là, moi, je lui donne la patate au four. Tu sais, on va vraiment... Là, lui, il va sortir du Scores, plein d'énergie, prêt quasiment à aller déjà créer son prochain Horcrux. Alors là, chers auditeurs, dans attendant ma lettre de Poudlard, si vous voulez essayer cette assiette comme Voldemort, le code promo Poudlard vous donne 5 $ de rabais sur votre commande dès que vous dépensez 30 $ et plus sur scores.ca pour livraison, commande emportée. Donc, je vous dis bon appétit. Merci Scores pour la confiance. Et maintenant, on peut aller parler d'Horcruxes. Alors aujourd'hui, pour le sujet des Horcruxes, j'ai avec moi Félix, bien sûr, on s'entend, un sujet qui touche autant de magie noire que ça, fallait qu'il soit là. Puis j'ai une nouvelle venue au podcast, Émilie. Allô? Hello! Bienvenue! Merci! Ça va? Ça va super. Et toi? Oui. Oui, ça va très bien. Une auditrice du podcast, bien contente d'être ici. Je suis vraiment heureuse que tu sois avec nous pour ce sujet-là. Tu es bien préparée, on est tous bien préparés. Ça va être excellent. J'ai hâte qu'on se lance là-dedans. Mais là, bon, tradition. Émilie, si tu peux nous dire, c'est ça, ton personnage, ta maison de Poudlard, pour qu'on apprenne un peu à saisir là, tes goûts, disons, et la personne que tu es. Parfait. Je commence par ma maison ou par le personnage? La maison, s'il te plaît. C'est normalement le... Ouais. Oui. Donc, comme tu sais, Fred, ça a été un peu compliqué pour moi de me brancher sur ma maison. Je me suis décidée jeudi. Dans le fond, en gros, j'ai tout... On est samedi. J'ai tout le temps été placée à Poufsouffle, mais je me suis jamais sentie comme que c'était ma maison, dans le fond. Mettons, genre, quand tu faisais les tests, tu veux dire? Genre, tu faisais placer à Poufsouffle, mais que toi, tu le sentais jamais vraiment comme étant ta maison. OK, je comprends. Même, je suis allée au studio de la Warner à Los Angeles, puis même là, il y avait un choix-peau, puis j'ai été placée à Poufsouffle. Mais en tout cas, je me suis jamais vraiment... associée. Mais oui, parce que les valeurs sont vraiment belles, puis je pense que je suis ça à quelque part. Mais sinon, je m'associe quand même beaucoup aux valeurs de Serdaigle, le côté créatif, le côté aussi... j'aime beaucoup être à l'école, je suis vraiment passionnée d'apprendre, je suis vraiment quelqu'un de très curieuse. Mais avec ton épisode sur le deep dive des 4 maisons, puis aussi beaucoup d'autres vidéos aussi que j'ai écoutées, mais je me suis rendu compte que vraiment Serpentard, c'est là que je me sens le mieux. Puis on est 3 Serpentards autour de la table. Serpentard. 3 Serpentards pour parler d'Horcrux. Oui, exact. Puis c'est pour ça que je disais juste avant qu'on commence l'épisode que c'est pas mal. Je suis contente de faire ce sujet-là parce que j'ai quand même une bonne fascination pour la magie noire. Je pense que
Defense Against the Dark Arts. Ça serait mon cours préféré, puis je pense pas que ça serait dans le côté défense. Honnêtement, moi, je serais plus le cours des carreaux, là. Quand ils prennent contrôle de l'école. Tu veux que ce soit tes profs, là. Je veux pas against the dark arts, je veux do the dark arts. Mais c'est important de ne pas respecter les résultats du test. Je trouve que... attends, hier, j'ai refait le test et je suis Serpentard officiellement. Fait que c'est correct, je suis dans les règles de l'ordre. Puis honnêtement, là, maintenant, je sens la pride. Là, je suis comme... j'ai envie de marcher de la merch de Serpentard. Ben là, pour Pouf Souffle quand même. Moi, je pense à mon ami Audrey, qui est vraiment les deux aussi, là, qui est très Pouf Souffle, mais qui est très Serpentard également. Fait mais je veux juste apporter une nuance. Parce que moi, je suis quelqu'un de très, très loyal, mais la loyauté des Serpentards, puis j'ai l'impression que les Serpentards, quand ils aiment vraiment fort, puis sont très sélectifs. Entre eux, là? Oui. Puis ça, c'est de quoi qui vient vraiment me rejoindre, parce que, tu sais, mettons, oui, je trouve ça super beau, les Pouf Souffle qui aiment vraiment tout le monde, mais j'ai l'impression que moi, c'est ça. Je suis plus comme... Je suis comme sélective dans mon petit clan, puis genre, tu sais, comme je vais aimer vraiment fort, et puis très loyal comme personne. Fait que, c'est ça. Sinon, détermination, ambition, puis tout, ça me parle vraiment. Pour le deep dive que tu mentionnais, c'est un épisode Patreon, si jamais il y a des auditeurs qui sont comme c'était quand ça, le deep dive des maisons? C'est sur Patreon. C'est un épisode qui restera sur Patreon dans la série Dragée Surprise. Maintenant, ton personnage préféré, est-ce que c'est un Serpentard ou pas pantoute? Un Pouf Souffle? Non, c'est un Serpentard, mais juste avant, juste une mention honorable à, mettons, Rémus Lupin. C'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Okay. J'ai beaucoup d'empathie pour ce personnage-là. Puis lui puis Slughorn, ça serait sûrement mes profs préférés si je pouvais les avoir. Fait que mention honorable aussi pour Slughorn, Hermione aussi. Mais mon personnage préféré reste Severus Rogue pour... ça faisait longtemps que quelqu'un n'avait pas dit Rogue. Je suis tellement contente. Pour tellement de choses. Encore là, j'ai beaucoup d'empathie pour ce personnage-là. Je l'admire beaucoup pour tout ce qu'il a... tout ce qu'il a vécu. Là, je trouve qu'il en a eu vraiment beaucoup sur ses épaules, puis j'ai l'impression que peut-être son côté un petit peu méchant, c'est peut-être juste parce qu'il y en a trop sur ses épaules à un moment donné, puis il fallait juste que ça sorte un peu. C'est clairement un des personnages qui a été le mieux développé, je pense, au courant de la saga. Là, quand tu penses à Snape, tome 1, tout son développement, tout ce qui se passe avec ce personnage-là, pour finalement en arriver au tome 7, t'es comme « what the fuck », genre gros mind blown. Fait que je comprends définitivement le choix de Snape, qui, c'est ça, je me répète encore une fois, qui est un des personnages les mieux développés de toute l'histoire, là, je pense. Oui, c'est ça. Super belle écriture de personnage, oui. Oui, ben merci. Horcrux. Yes. 101. Yes. Bienvenue au Masterclass. Les Horcrux pour les nuls. Vraiment. C'est quoi un Horcrux? Je vous lis un extrait du 6e tome. Slughorn dit... Horcrux est le terme qu'on utilise pour désigner un objet dans lequel une personne a dissimulé une partie de son âme. Il s'agit de séparer son âme en deux et d'en cacher une partie dans un objet en dehors du corps. Ainsi, même si son corps est attaqué ou détruit, on ne peut pas mourir parce qu'un morceau de l'âme reste attaché à la vie terrestre sans avoir subi de dommages. Oui. Bon. Si je peux juste apporter une petite nuance, parce que c'est vrai que le mot « objet » revient souvent dans les définitions, mais comme on peut le voir dans les films puis dans les livres, on peut aussi mettre une partie de notre âme dans quelque chose de vivant. Oui, effectivement, mais puis ça, on va en reparler plus tard, mais ça, j'ai l'impression que c'est comme Voldemort, tu sais, dans sa création d'Horcrux, lui, c'était de dépasser les limites quasiment de ce qui était possible à ce niveau-là. Fait que lui, il a dû se dire, je vais essayer de le mettre dans quelque chose de vivant, voir si ça marche, puis d'un peu défaire la règle non officielle de faut que ce soit un objet inerte, tu sais. Exact. Donc, justement, là, on s'est aventuré, on a fait de la recherche. Il y a un sorcier, un mage noir grec qui s'appelle Herpo l'Infâme, qui est le créateur du concept de l'Horcrux. C'est lui vraiment qui a fait le premier Horcrux et c'est aussi le créateur du basilic. Donc, lui, il a créé cette créature-là. Puis, est-ce que vous avez vu comment qu'un basilic est créé? C'est la poule sur... C'est un œuf couvé en dessous d'un crapaud. Oui, mais c'est un œuf de coq couvé en dessous d'un capot. Puis là, ce qu'il y a dans l'œuf devient un basilic dans le fond. Ça part d'un coq. Puis il y avait un lien avec les coqs. Là, le coq tue le basilic. Le chant du coq tue le basilic. Fait que je trouve que ça... Oui, juste que, mettons, le créateur des Horcrux est aussi le créateur de qu'est-ce qui détruit les Horcrux en même temps. Exactement. Donc, Herpo l'Infâme crée le basilic qui détruit les Horcrux. Oui. Dang!
Ouais. Pour votre info, Herpo l'infâme, c'est de l'information officielle. Ça a été donné par l'auteur dans une entrevue qu'elle a faite dans un podcast. Et c'est mentionné beaucoup, ce personnage-là est mentionné dans les jeux vidéo d'Harry Potter, beaucoup sur les cartes de Chocro-Grenouille. Donc, il y a sa carte dans les jeux vidéo. Et on le mentionne, Herpo l'infâme, dans le premier film Fantastic Beasts et sur Pottermore. Bon. Ah oui? Donc, tout ça pour dire, pas dans les livres, pas dans les films. Oui. C'est Newt qui va mentionner que c'est lui qui a créé le basilic, mais je me rappelle pas parce que je les ai écoutés récemment. Ouais. Mais tu sais, j'écoutais d'une oreille. Juste en parenthèse, comment un sorcier infâme qui a créé de la magie noire fucking deep va se ramasser sur des cartes de Chocro-Grenouille? Je sais. Je pense que c'est plus parce que ça fait tellement longtemps qu'il a vécu, c'est devenu un personnage légendaire. Peut-être que c'est Chocro-Grenouille. Ça, on pourrait s'aventurer dans pourquoi les sorciers ont... Ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est comme si Voldemort avait sa carte, mais comme il a tué genre plein de personnes, puis tu sais. Effectivement. Donc, c'est ça. Herpo l'infâme, on sait même pas s'il est mort, si son Horcrux... On sait pas c'est quoi son Horcrux, on sait pas si... Tu sais, ben, on peut assumer peut-être qu'il est mort, là, mais que son Horcrux, lui, peut-être a continué à vivre. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment lui, le créateur du concept, et la seule autre personne qu'on sait qui a créé un Horcrux dans le monde des sorciers. Donc, c'était quand même intéressant d'avoir ce backstory-là sur la... Donc, il y a juste Voldemort la naissance. Et Herpo. Ouais. Mais... Le fait que Herpo a créé les Horcruxes, c'est devenu un fait connu, ça quand même. Connu chez les adeptes de magie noire. Donc, il y a des gens qui ont comme étudié cette partie-là de l'histoire. Puis, on y reviendra tantôt, mais c'est pour ça que l'information sur les Horcruxes a fini par se retrouver dans certains livres. C'était pas le secret, là, Herpo l'infâme. Il manque l'information de comment lui a partagé cette information-là, à qui il en avait parlé à l'époque quand il a inventé le concept. Mais bref. Donc là, comment créer un Horcrux? Ça, c'est un gros morceau. Mm-hmm. Oui. J'ai reçu une question à laquelle on va pouvoir répondre de Aïcha Messi, qui a dit « Comment Voldemort a fait pour créer les Horcruxes? » Très legit de demander ça plus comme en détail. Je sais qu'il faut tuer des gens, mais est-ce qu'il faut penser à l'objet pendant que tu tues la personne? Voldemort a probablement tué plus de 7 personnes, mais il y a seulement 7 Horcruxes. Est-ce qu'il faut avoir l'intention de créer des Horcruxes? Parce qu'il n'y avait pas l'intention de créer Harry. Bon, c'est beaucoup de questions, mais en gros, comment on crée un Horcrux? Puis qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les étapes vraiment au moment de comme tu tues la personne jusqu'au moment où que l'Horcrux que ta partie d'âme est officiellement dans l'objet? Alors, Émilie, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Oui, bien, l'information a été trouvée par Tom, justement, dans un livre qui se retrouvait dans la section interdite de la bibliothèque de Poudlard qui s'appelle... Secrets of Dark... of the Darkest Arts. Oui, c'est ça. Et dans le fond, dans ce livre-là, ça explique toutes les étapes à suivre, mais c'est pas révélé, dans le fond, au public tant que ça. T'sais, on le sait qu'il faut faire la Abacadabra pour tuer quelqu'un, mais aussi, il y aurait un acte vraiment horrible à faire en plus. Puis justement, ben, cette partie, je trouve que la création des Horcruxes en tant que telle, je trouve que c'est de quoi qui est quand même assez flou. C'est vague, oui. C'est très vague. C'est ça, il n'y a pas de réponse vraiment officielle à ça. Il y a beaucoup de théories en ligne par rapport à l'affaire, c'est qu'il existe la réponse officielle parce que J.K. Rowling dit qu'elle y a pensé, elle. Mm-hmm. Elle, en fait, quand elle a écrit le 7e tome, là, c'est ce que j'ai vu. Là. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Là? C'est ce qu'elle dit. Mm-hmm. Elle a écrit le 7e tome, puis dans la version originale, Slughorn le dit, je pense à Tom, ce qu'il faut faire, le geste infâme, en dehors de juste tuer, pour créer l'Horcrux. Et l'éditeur d'Harry Potter, l'éditeur de J.K. Rowling a fait... Oui, mais c'est dégueulasse. C'est d'après comme à cause puis de ça, tout le monde a comme théorisé parce qu'elle a dit ben je vous le dirai pas mais disons que c'est dégueulasse. Puis là tout le monde a fait comme ben tout le monde. Les fans on s'est dit ben c'est quoi si ça s'est pas retrouvé dans le livre parce que ton éditeur trouvait ça dégueu. Fait qu'il y a eu beaucoup de théories. Puis trigger warning. Trigger warning. C'est quand même assez violent. Fait que si vous voulez pas entendre des affaires dégueulasses, ben skippez peut-être de quelques minutes. Dans le fond, la première théorie, ça serait le cannibalisme. C'est dans le fond, le cannibalisme a été utilisé dans plusieurs rituels, c'est dans le fond dans des folklores puis dans la mythologie pour atteindre l'immortalité, fait que ça fait quand même du sens, mais ça a été débunké dans la vidéo que je t'ai envoyée de Deep Dive sur les Horcruxes parce que les corps, ils n'ont pas de... Tu sais, Mimi Géniard, là, en fantôme, là, elle a l'air bien chill. Là. Elle s'en rappellerait si on avait mangé son corps. Même chose pour d'autres corps. Là, il n'y a aucun corps qui ont été mutilés physiquement. Donc, toutes les théories qui impliqueraient une mutilation du corps. Mais en même temps, moi, oui, tu sais. Mais je me dis, ça se répare un corps avec de la magie. Oui, mais j'ai pensé à ça aussi. Sinon, il y aurait l'option de juste comme boire une grosse quantité de sang de la personne que tu viens de tuer. Oui.
Sinon, j'ai vu aussi que ça devrait comme impliquer un serpent, mais j'ai pas vu plus d'informations que ça. Puis sinon, la dernière option, puis je voulais comme pas le mentionner, mais finalement, je vais le mentionner quand même, ça serait la nécrophilie. Oh my God! Oui, OK. c'est fucking dark, puis je trouve que c'est... Je peux comprendre que si c'était ça, vraiment, la chose, que je peux comprendre que l'éditeur n'a pas voulu que ça se retrouve nulle part. Je trouve que c'est quand même assez... Ben, c'est ça, c'est dark, là, quand même, quand tu y penses. C'est quand même assez poussé. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça veut dire le mot V, le corps. Oui. Je suis comme... Ben, c'est avoir une relation sexuelle avec un cadavre. Merci. Ouais. Pretty Puis much. je pense, c'est ça. Je pense qu'on n'est pas obligé d'élaborer plus mais que ça. c'est ça. Puis, ben, il y en a une autre affaire, mais moi, on dirait que c'est ce que je croirais le plus, c'est de manger le cœur de la personne qui t'a tué. Oui, merci. Ça, mettons, ça se fait. Tu fais juste une petite cicatrice, tu pognes le cœur, tu le manges, puis tu refermes, puis là, ça irait avec notre théorie encore une fois, genre, les corps n'ont pas de blessure. Dans les folklores, genre, tu le remarques beaucoup, mettons, je pense qu'il y a des Premières Nations qui mangeaient, genre, comme c'est le cerveau d'un guerrier, parce que c'était un grand stratège, fait que là, tu pensais, mettons, qu'en mangeant le cerveau, ben, t'allais gagner les aptitudes intellectuelles d'une personne Y, fait comme... Ça ferait du sens aussi qu'elle ait voulu intégrer ça, genre, dans son dans son puis il y avait aussi tuer quelqu'un que la personne aime. Fait que, mettons, je te tue, Félix, puis pour faire un horcrux avec toi, mais je vais aller tuer genre ta mère pour que ça marche. Oh, désolée, c'est la première personne à qui j'ai pensé. Je vais aller tuer Marie-Claude. Désolée. Non, pas maman. Tu es André, tu sais. Sa sœur. Non, le you, André. Après. Mais, tu sais, sinon, je pense qu'il faut quand même qu'au moment de tuer la personne, au moment de faire le Havada, je pense qu'il faut que tu aies quand même en tête que tu veux créer un horcrux avec ce meurtre-là quand même. Il faut quand même que tu aies l'intention que la partie de ton âme que tu viens de déchirer s'en aille à quelque part. Oui, puis comme ça l'amène d'autres questions, genre à savoir, faut-tu une pleine lune, est-ce qu'il faut un setting, faut-tu un logo au sol, il faut-tu, genre, tu sais, il y a plein de settings, l'ambiance, comme ça ressemble à quoi, est-ce qu'on peut faire ça, mettons, une fois par année à tel cycle lunaire, genre X, Y, Z, tu sais, mettons, je pense à d'autres processus magiques qui sont quand même compliqués, comme se transformer en animagie, qu'il faut que tu fasses ça un soir de tempête, à gauche, 180 degrés de la lune pleine. Genre, c'est clair qu'il y a d'autres aspects qui sont... Parce que sur Pottermore, c'est vraiment écrit que c'est genre un rituel à plusieurs étapes. Ben, c'est ça. Je suis sûr qu'il y a d'autres... Puis on n'a pas toutes les étapes, là, c'est ça. Fait que je peux pas répondre officiellement à la question là, concernant comme est-ce qu'il faut que tu ailles, mettons, l'objet avec toi. Là, tu tues la personne, tu sors l'objet de ta poche, puis là, ça se passe vite ou tu as un peu de temps. C'est l'impression qu'il faut que tu ailles l'objet. J'ai l'impression. En tout cas, c'est... Oui, parce que l'âme, tu sais, veut pas, elle doit sortir un peu de toi à ce moment-là, comme elle va... Où? Il faut qu'elle aille directement dans un objet. Oui, parce que l'âme se déchire au moment où tu tues la personne, fait qu'il faut sûrement que tu attrapes l'âme. C'est quoi le feeling après de la personne? C'est clair qu'elle va devoir être en souffrance, c'est clair que ça doit faire mal. Déchirer son âme aussi en genre 7, déjà en une, tu sais, tu t'arraches un bout... Fait qu'encore des questions sans réponse. J'ai lu que vraiment pour créer leur crux, il faut vraiment que ce soit un meurtre volontaire. Fait que je pourrais pas genre te tuer par accident puis tant qu'à être, m'a faire un horcrux. Non, il faut vraiment comme tu veux tuer la personne, c'est ça que ça vient d'une volonté. On ramène tout à la volonté là, tu sais encore une fois l'épisode l'intention exactement avec Anne-Sophie, genre on fait beaucoup de liens avec cet épisode-là justement, genre quand on parle de sortilège ou de rituel. Puis c'est fucking pertinent, c'est très précis. Puis aussi, dans une vidéo que j'ai écoutée, puis je suis pas sûre si c'est je sais pas si c'est une information officielle, mais je crois que la raison pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait des horcruxes, c'est que si tu réussis pas à le faire, tu meurs. Ouais, ben ça, c'est une des théories que je veux explorer dans l'après-show, justement. Pourquoi il y a juste Voldemort puis fucking Herpo, là, qui ont créé des horcruxes, si, justement, toutes les étapes étaient disponibles dans ce livre-là. On s'en reparle sur Patreon. Maintenant, comment détruire un horcrux? Oui. Mais, tu sais, nous, dans l'œuvre canon, ce qu'on sait pour détruire l'horcrux, c'est le venin de basilic. Là, est-ce que c'est parce que, justement, Herpo l'infante, dans le fond, il y a comme... Tu sais, est-ce que tout revient au basilic puis c'est la seule façon de détruire un horcrux parce que tout part de lui, tu sais? De détruire un horcrux. Ben, il y a le feu démon basilic. Le créateur de l'horcrux. Ah oui, t'as raison. Voldemort est son propre crux en Harry. Oh my God, OK. C'est pour ça que j'essaie de comprendre pourquoi que ça fonctionnait avec le Avada. OK, merci. Parce que c'est lui-même qui a créé son Horcrux. Fait que je pense qu'en tant que créateur, tu peux comme retirer ton processus. Tu peux genre, en détruisant ton Horcrux, tu détruis une partie de ton âme. Fait que le gars qui a fait l'Horcrux voudrait pas aller le détruire parce qu'il détruit son âme. C'est une façon de détruire. C'est le créateur de son propre Horcrux. OK, t'as raison. Fait que c'est pas juste le basilic. Non. Donc, bon, comment détruire un Horcrux? Les 3 raisons que tu viens de dire. Oui. Puis aussi, juste par rapport à ça, je me posais la question de... Parce que, tu sais, le venin de basilic peut être guéri par des lames de phénix. Mais je me demandais, si, mettons, le phénix aurait, genre,
pleuré sur le journal, est-ce que le journal serait guéri, genre? Est-ce qu'il aurait survécu? Bonne question. Oui, on sait pas. Parce que, tu sais, ce qu'on sait par rapport aux larmes de phoenix, c'est que ça guérit les blessures. Les blessures, oui. Je pense pas que ça guérirait un objet. Parce que c'est le seul... c'est le... Voyons. Pour... l'antidote. L'antidote au poison du venin, dans le fond. Mais je pense que comme c'est rendu là, l'objet est déjà détruit. Ouais. Comme si l'âme est déjà détruite. Fait que le rendu là, c'est rendu un livre. Tu sais, je pense plus que c'est un Horcrux. C'est vraiment rendu genre comme un vaisseau vide. De à quel moment, là? Ben, mettons, parce que, on vient de détruire le journal. Oui, avec le croc. Fait que là, la question, je pense, c'est si le phénix pleure sur le journal, est-ce que ça va guérir l'Horcrux? Je suis comme, non, il n'y a plus d'Horcrux. Oui, t'as raison. Dans mon livre à moi, je pensais que tu voulais dire, est-ce que ça va détruire l'Horcrux, les larmes de phénix? Non, ça guérirait l'Horcrux. Okay, vu que le venin détruit l'Horcrux, je comprends. que les larmes, s'il y a un antidote contre le venin, la question, c'est je faisais un mauvais lien, là. J'étais comme, parce que Voldemort, c'est comme un serpent. Fait que non, si je faisais un mauvais lien. C'est ça, il n'y a plus d'Horcrux, fini. Bye-bye. Mais sinon, il y aurait peut-être une autre façon aussi de détruire un Horcrux, mais je vais peut-être en parler tantôt quand on va parler de Quirrell. Parfait. Ouais, Quirrell, apparemment. Quirrell est sa liste aujourd'hui. Il est dans la liste des Horcrux. C'est un petit peu un loophole, mais genre, je pense que c'est quand même pertinent de le mentionner. Parfait. Donc, là, ce qu'on va faire tranquillement, c'est de passer sur les Horcrux de Voldemort, mais juste avant, je voulais quand même savoir, vous, comment ça, si vous vous en rappelez, ou c'est quoi votre opinion par rapport à l'existence des Horcrux dans l'histoire d'Harry Potter, comment ça nous a été amené dans le 6e tome, tu sais, comme plot twist, dans le fond, Voldemort, c'est ça, des parties d'âme dans des objets. Je sais que souvent, on peut comparer avec le Seigneur des Anneaux, tu sais, que ce concept similaire-là. Il y a beaucoup de comparaisons avec Lord of the Rings. Qu'est-ce qu'on pense là, de tout ça? Est-ce que c'était un bon move de mettre ça dans Harry Potter? Est-ce que c'est intéressant? Je trouve que c'est du génie, là. C'est du génie de la part de l'auteur d'avoir créé ce concept-là, puis la chasse aux Horcrux, puis comme je trouve que c'est vraiment un concept qui est... Mais tu sais, déjà qu'on a élaboré. Le premier, qu'on a le journal dans le 2, puis que, tu sais, dans le fond... On le sait pas que c'est ça. C'est ça. C'est tellement le fun. Puis qu'elle revient là-dessus. Puis qu'on m'a amené Molly, elle tombe sur le médaillon dans le 5, ils font du gros ménage, puis elle est comme, c'est quoi ça? Puis là, tu reviens là-dessus, puis le diadème, justement, dans le 5, puis tous, genre, les liens qui se font à la fin avec... J'ai déjà vu ce Horcrux-là, oui, oh my God, blablabla, comme je trouve que c'est génial. Je pense que la première fois que j'ai lu, par exemple, j'avais vraiment de la misère à grasp, genre, le concept. Je pense que j'avais, genre, quoi, 11 ans, 10 ans, 11 ans. Puis je pense que je comprenais pas vraiment à 100% c'était quoi un Horcrux. Je savais juste, mettons, qu'Harry, il partait à la chasse aux objets, tu sais. C'est vraiment plus en les relisant que je me suis rendu compte vraiment à quel point le concept était quand même assez dark puis quand même assez poussé. Ouais. Moi, je suis d'accord. Ouais. Mais j'adore, honnêtement. Ah, moi aussi. Oui, same. Parfait. De toute façon, ça aurait été trop facile. là-dessus. Mais sinon, moi, c'est ça serait trop facile de tuer le méchant, sinon... Ça avait l'air déjà difficile, mettons, comment il va réussir, tu sais, c'est quand même un grand sorcier avec des mange-morts pis tout, puis là, il faut ajouter ça en plus. Je trouve que ça rajoute vraiment aussi au personnage de Voldemort, comme à quel point il est rongé là, par le mal, puis à quel point il est allé loin dans son processus d'être immortel, puis à quel point il va reculer devant rien pour atteindre ses objectifs. Puis en plus de ça, c'est quand même le fun aussi de plonger encore plus dans le lore, juste, mettons, de son héritage familial à lui, puis juste aussi sur des objets des fondateurs des maisons. C'est super intéressant. Aussi. Sinon, on n'aurait jamais eu, genre, un backstory sur lui s'il n'y avait pas eu les Horcrux. Ça serait resté, genre, juste le méchant classique qu'on connaît pas. Exact, puis ça l'amène dans les livres, justement, des souvenirs qui sont super intéressants, puis super le fun à lire. Ça a été ma partie préférée, de lire le 6, moi, les souvenirs, puis comme se plonger, justement, dans l'histoire de Voldemort. Fait que ça a amené plein d'aspects, ça a amené plein de façades à l'histoire, puis des profondeurs aux personnages, je pense, qui sont super intéressantes. Donc, bel ajout, honnêtement, vraiment. Je n'aurais pas vu ça. J'aime beaucoup vraiment le tome 6 à cause de ça. Même si, genre, vous dites que c'est pas dans vos préférés, moi, ça a été quand même... à cause de... moi, c'est la seule bonne... C'est ça, exact. Moi, les souvenirs, puis les 3 derniers chapitres, c'est vraiment... Les 4 derniers chapitres. Les 4 derniers, c'est la partie 6. Oui, exactement. La dernière partie, la lecture était insane, puis les souvenirs. Fait que, mais j'ai vraiment hâte de commencer le 7, là, honnêtement. Oui, same. On va avoir du fun. Ouais. Bon, justement, parlons de Voldemort et de ses Horcrux. Avant vraiment d'y aller avec... on va faire la liste là, dans l'ordre de création. Oui. Qui adonne à être aussi l'ordre de destruction. Destruction. Bon. Ouais.
la métalleuse. On peut commencer par dire qu'à la base, il voulait juste faire 6 Horcrux pour avoir cette partie d'âme à cause du chiffre 7, qui est comme le chiffre magique. Oui, c'est ça qu'il dit lui-même, justement, ouais. dans le tome 6. Là, il dit séparer son âme en 7, donc avoir 6 Horcrux. On sait qu'au final, il y a eu 7 Horcrux quand on inclut Harry, donc 8 parties d'âme. L'idée de l'épisode d'aujourd'hui est venue du fait que dans des stories Instagram, il y a quelques mois, j'ai parlé des Horcrux. En fait, j'ai flashé justement que ça a été détruit dans l'ordre de leur création. Et après, j'ai commencé à développer sur comment l'âme est répartie dans les Horcrux. Ouais. Fait que là, bon, il faut que je revienne là-dessus parce que ça a été comme un débat, puis il y a comme 2 options dans le fond. Fait que l'option 1, c'est la théorie la plus répandue au sein de la communauté des fans d'Harry Potter. C'est que vraiment, quand Voldemort fait le premier Horcrux, qui est le journal, 50% de son âme s'en va dans le journal. Ce qui fait que lui, il lui reste 50% de son âme et qu'après, quand il fait la bague, 25% de son âme va dans la bague. Et ainsi de suite, ce qui fait que rendu, mettons, au diadème, c'est 3,1% de son âme qui est dans le diadème. Rendu à Nagini, c'est 0,7% de son âme. Et ce qui fait que Voldemort lui-même, dans les Reliques de la Mort, serait le siège social, comme on va dire aujourd'hui, donc vraiment le corps principal, lui. Et aussi à 0,7%. Donc ça, c'est si on suit une logique mathématique de quand tu sépares les choses, tu sais, comme quand tu fais des fractions puis tout. Mais l'autre option, c'est que l'âme est infinie. Donc, peu importe le morceau d'âme que tu mets puis à quelle étape tu es rendu dans ta déchirure d'âme, la partie est égale. Tu sais, l'âme est infinie, elle peut pas être mesurée. Ouais. Fait que vous penchez plus pourquoi vous les pourcentages vraiment définis puis... on est dans du décimal, là, 0,7%, ou l'âme qui est infinie, puis que dans le fond, ça n'a pas rapport. Moi, je pense plus vers le deuxième aspect, que l'âme est plus infinie, puis que ça n'a pas tant rapport avec les décimales, puis comme la fraction. Puis je pense aussi que lui a dû choisir aussi à quel niveau il mettait son âme dans tel objet. Je pense ça aussi, c'est une théorie des gens qui disent qu'ils pouvaient sûrement décider. Parce que clairement, le sortilège ou le rituel, comme il est vraiment précis, puis il y a plein d'étapes, genre comme viens pas me dire qu'il y a tu passes au travers de genre la cannibalisme, la nécrophilie pour ne pas genre choisir à quel point tu mets ton âme dans un objet. Je trouve que c'est ce qui fait le plus de sens pour moi personnellement. Ouais. Puis, tu sais, Voldemort ressentait tout autant quand le médaillon était détruit versus quand le diadème a été détruit versus quand Nagini a été détruite. Fait que, tu sais, je pense que si on y va vraiment avec les fractions, puis au niveau d'un chiffre à 0,7%, Voldemort, c'est une petite note dans le coup, genre. Je trouve qu'à ce niveau-là, si on y va vraiment au côté quantitatif versus les réactions qu'on a du personnage, je trouve que c'est le diadème, là, il pète la bulle, puis tout, là, comme... pour un 3%. Pour un 3%, exactement, tandis que physiquement, il ne devrait pas le ressentir tant que ça, si son âme est séparé autant. Fait que je pense plus pour la deuxième option. On dirait que je penchais plus pour les fractions, mais on dirait que là, avec ton explication, on dirait que je préfère ça. Mais c'est ça, moi, je penchais plus pour les fractions dans le sens que, mais tu sais, plus que tu déchires ton âme, plus que tu as aussi comme un aspect comme une détérioration, une déshumanisation, genre physique et psychologique. Fait que j'étais comme, qui peut-être que ça avait un lien, mais ça peut le faire autant dans l'explication que tu viens de donner, dans le fond. Fait que je pense que je penche plus pour ça. Il n'y a pas de mauvaise réponse non plus. Non, mais clairement. Non, parce que c'est de la théorie, parce qu'on ne l'a pas, cette information-là. Exactement. Puis il y a aussi l'aspect que, il devient de plus en plus... son âme devient de plus en plus faible. C'est un petit peu pour... en fait, son corps physique devient de plus en plus faible. C'est pour ça que le corps physique pète au moment qu'il tue Harry. Mais ça, c'est juste à cause de la mutilation répétée. Puis ça n'a pas rapport, c'est ça, à comme le pourcentage d'âme qui lui reste. Fait qu'effectivement, on peut pas juste se baser là-dessus, mais c'est ça, il est rendu décrissé, là, peu importe le pourcentage la raison, d'âme. je pense qu'il est encore en vie, c'est à cause de ses Horcrux, là, clairement. Là. Vraiment. Il n'y a plus rien. Toi, Fred? Moi, je sais pas. Parce qu'il y a certains éléments qui me font pencher vers les fractions. Le fait que, clairement, l'Horcrux le plus puissant, c'est le journal, qui était le premier créé. Genre, Colin, là, il est quasiment revenu à vie un corps complet via le journal. Les autres Horcrux, ils n'ont pas vraiment fait ça, là. Fait que c'est comme la preuve qu'il y aurait un 50% de son âme dans le journal. Puis, une pour pouvoir parler à Harry dans le journal. C'est pas juste parce que c'est un cahier, là. C'est parce qu'il y a vraiment... Le pourcentage, la partie d'âme est immense dans ce journal-là. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment plus... comme mon argument principal, mettons. Au niveau de... C'est le premier qui a créé.
Fait que Peck était vraiment plus investi dans OK, comment je vais faire Ouais. ça. Puis comme c'est le moyen de défense aussi du journal. Puis comme c'est chaque Horcrux a son moyen de défense. En tout cas, je sais plus trop pour la coupe puis le diadème, mais bref. Puis une autre chose intéressante, ça n'a pas vraiment rapport avec la taille de l'âme, mais la partie d'âme a l'âge de Voldemort Au moment qu'il l'a créé. Parce que... OK, intéressant. D'abord, le journal qu'on vient de dire, puis on s'en va dans le journal là bientôt. Le journal, c'est Voldemort à 17 ans, c'est Tom Jedusor, on le sait, on le voit, c'est lui. Lui, il sait même pas. Quand il sort puis il parle à Harry dans la Chambre des secrets, il sait pas, là. Il sait, là, j'ai entendu dire, c'est toi qui as détruit Voldemort, mais tu sais, c'est pas Voldemort au présent. C'est pas genre, j'ai essayé de te tuer, c'est j'ai entendu dire que c'était toi. C'était toi, tu sais, il parle au passé, du futur. En tout cas, c'est un peu compliqué, là. Puis l'autre affaire aussi, puis ça, c'est dans le livre 7, mais on le voit dans le film. Quand le médaillon s'ouvre, il y a un œil, quand ils sont sur le bord de le détruire. Puis dans le livre, c'est décrit comme l'œil de Tom Jedusor quand il est jeune, un œil brun, là, pas l'œil rouge de Voldemort. Fait que c'est l'œil, puis le médaillon, il le fait avant d'avoir les yeux rouges. Fait que ça, c'est quand même un détail intéressant de se dire, OK, fait que dans le fond, là, si on revient au concept d'âme infinie, pas tant, parce que là, c'est comme si c'est vraiment l'âme au moment que c'est créé. Fait que ce serait peut-être un peu plus la fraction, vraiment. Le bout d'âme qui a décidé de mettre, peu importe sa quantité, sa force, son espace. C'est vraiment lui à ce moment-là. J'étais comme, what the fuck, c'est possible, tu sais? C'est intéressant. Oui, c'est intéressant qu'elle l'ait écrit de même, tu sais. Ouais. Mais oui, c'était l'œil de Tom Jedusor jeune qu'on voit dans le médaillon. Et les Horcruxes sont vivants. On peut entendre leur cœur battre. Et les Horcruxes se nourrissent des émotions aussi. Fait qu'on le sait avec le journal, Ginny, le médaillon. Le médaillon, exactement. Je pense que c'est les deux exemples pas mal, là, mais c'est les deux Horcruxes qu'on connaît le mieux, là, les personnages avec Harry. Bon, donc c'est parti pour les Horcruxes de Voldemort avec cette belle intro. Je répète quand même qu'il a appris l'existence des Horcruxes, comme tu as dit dans le livre Secret of the Darkest Arts, un livre qui a été retiré de Poudlard ensuite par Dumbledore quand il est devenu directeur. Fait qu'à l'époque, Tom Jedusor, lui, son directeur, c'était Dippet. Armando Dippet. Puis il y a les étapes détaillées. Puis aussi, dans ce livre-là, juste mentionné, c'est ça, il était juste écrit pour faire un Horcrux, c'est pour ça qu'il est allé voir Slughorn pour avoir plus d'informations. Tu sais, si c'est possible d'en faire 7, c'est juste parce que dans le livre, c'était juste mentionné pour un. Ah, c'est ça. Ouais. Parce que je me suis demandé, la conversation Tom Slughorn est arrivée quand? Puis selon les théories, c'est qu'elle serait arrivée après la création du journal. Oui, mais il y avait déjà la bague. C'est vrai, fuck. Dans le souvenir, il y avait la bague autour du doigt. Fait qu'il il en avait déjà fait 2. Ouais. Non. Tu comprends-tu ma question? Comme quand il va parler à Slughorn, quand il va dire à Slughorn, c'est quoi une Horcrux? Mais c'est déjà... Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Il y avait déjà la bague, mais il n'y avait pas encore mis le maléfice dedans. C'est ça, mais il a déjà fait le journal. Fait que là, c'est ça. C'est pour ça que c'est logique. C'est comme, je peux-tu en faire plus? Puis tu sais, il joue avec la bague parce que c'est ça, il veut utiliser la bague. Non, mais c'est fou, là. Ça veut dire que le gars, il était en... Je pense que c'est en 6e année. En 6e année. Puis il a déjà fait 2 Horcruxes. Oui. C'est un étudiant, là. Oui. C'est vrai que quand on voit le souvenir, Harry, il sait, il est comme il avait déjà tué sa famille. Il avait déjà tué. Oui. Mais quand tu checkes la ligne du temps, fait qu'il avait peut-être déjà fait l'Horcrux. La bague, il l'a ramassée de morphine. Attends, je vais aller morphine. mais là, ça me fuck pareil avec ce qu'on est en train de se demander. Oui. Parce que Harry dit que dans ce souvenir-là, il reconnaît Tom, puis il fait sa propre ligne du temps à Harry, puis il se dit Tom a déjà tué ses parents au moment de ce souvenir-là, puis il est là autour de la table dans le club de Slug. Puis la bague, il l'a... Autour du doigt. Ouais, on le voit dans le souvenir, il joue avec. Peut-être qu'il l'a pas encore fait. Parents, right, pour la bague? Il a tué son père. Il a tué son père. C'est avec vraiment... Il a tué son père et ses grands-parents, mais... Fait que je pense que... Comme je pense que je suis plus de ton avis, comme quoi il l'a avec lui, il veut en faire un Horcrux, il a déjà fait le journal, je pense qu'il y a quand même un self-preservation de comme, OK, qu'est-ce qui va se passer si j'en fais un autre à moi? C'est pour ça qu'il pose la question à Slughorn. Ça va contre l'idée de... Il y en a 2 de fait, parce que quand je vais l'expliquer, genre, c'est vraiment genre... Il est allé la chercher, puis... Mais ça va contre l'idée de tantôt qu'on disait l'Horcrux se crée vite. Parce que si l'Horcrux se fait vite après le meurtre, il aurait fait la bague là, au manoir des Jedusor après avoir tué son père.
Donc, une fois qu'il pose la question à Slughorn avec la bague sur son doigt, c'est déjà un Il en a Horcrux. déjà fait Oui. deux. Fait que peut-être qu'il y a déjà lui-même la preuve qu'il a été capable d'en créer plus qu'un, mais là, il veut savoir à quel point il t'en pourra faire encore 3, 4, plus 5, en 6. faire. Fait qu'on va Ok. dire c'est genre ça. Parfait, ok, je comprends. Il est tellement fier de lui, il est et comme j'ai réussi à en faire 2, parfait. Maintenant, je peux-tu en faire plus? Je vais aller demander à Slughorn. Bon, On arrête le tour. c'est clair tout le monde? Oui. Le journal de Gédusor Oui. que j'ai ici dans mes mains. Un petit ASMR. Émilie a eu la gentillesse de nous. Oui, tu as apporté certains Horcrux, merci. Ouais. Alors, pour chaque Horcrux qu'on va dire, on a une petite liste un petit résumé. Création, juin 43, avec le meurtre de Mimi Géniard dans la toilette des filles à Poudlard. Endroit où l'Horcrux est caché au manoir des Malfoy jusqu'à ce que Lucius le donne à Ginny. Pour l'histoire détaillée de Lucius et le journal, je vous redirige vers... c'était la partie 5, tome 6. On en a parlé, fait que je vais pas me répéter, comme j'ai dit. Personne qui détruit le journal et avec quoi? C'est Harry Potter avec un crochet de basilic dans la chambre des secrets. Et en plus, détail vraiment intéressant à souligner, c'est que c'est le premier Horcrux, bien sûr, à être détruit, mais c'est le seul Horcrux que Harry détruit. Maléfice lors de la destruction, aucun à notre connaissance, mais inversement, il y a une blessure, puis les larmes de Phénix guérissent la blessure. Fait que c'est comme là qu'on le sait. Alors, ça ressemble à ça pour le journal de Gédusor. Est-ce qu'il y a eu des changements corporels à Voldemort quand il a créé le journal? Est-ce qu'on sait si ça changeait un peu son physique ou non? Mais dans le fond, de qu'est-ce que j'ai compris pour les 2 premiers Horcrux, qu'est-ce qui arrive à son corps, c'est que sa peau, elle va pâlir, puis il va commencer à perdre des cheveux, puis il va peut-être avoir aussi, mettons, ses doigts qui vont s'allonger un peu. OK, fait qu'on est dans les petits détails. Léger quand Oui. même. Ben, Moi. léger. Moi, ma peau pâlie, je perds des cheveux, puis mes doigts deviennent fucking longs, je commence à péter une crise de coche, là, mais comme... On s'entend que pour lui, pour la finalité de son look, c'est pas grand-chose. Ben, lui, il s'en calisse de son physique. Ouais, clairement. Même si ça l'a clairement aidé dans la vie d'être beau, là, Oui. on va se le Pretty dire. privilege, en plus. Pretty privilege. Mes commentaires pour le journal. Donc, on sait que ça détient la partie d'âme de Voldemort quand il était ado, on vient de le dire. Donc, vraiment, l'âme à l'âge qu'il a créé. Qu'il a. Une question intéressante à se demander. Qu'est-ce qui serait arrivé s'il avait réussi à, justement, Ginny meurt, parce qu'elle était sur le bord de mourir, puis dès qu'elle mourait, dans le fond, lui revenait à la vie à un corps complet. Mais là, lui, il revient dans le monde avec un autre Voldemort qui existe. Tout jeune, tout fringant, genre. Le mettons, Voldemort revient à vie comme dans le 4. Là, c'est comme le meet-up du jeune Tom Jedusor avec le Voldemort senior. Comprends-tu? Ça aurait été spécial, ça, les 2 Voldemort qui se retrouvent dans... Mais là, j'ai viens de penser à une affaire. Étant donné que là, Voldemort, tu sais, en forme spectrale, lui aussi, veut pas, c'est comme le siège social des Horcruxes. Oui, c'est lui le siège social. Voldemort, le journal, qui est également un homme, qui reprend forme. Oui. Puis Voldemort en forme spectrale, est-ce que c'est pas le Voldemort qui a repris forme, Qui devient a la le même siège partie social? d'âme, qui deviendrait Ouais. le siège social? Fait que Voldemort spectral deviendrait juste un Horcrux comme n'importe quel autre? Mais c'est parce que Voldemort spectral, c'est le Lui- Voldemort du présent. Oui. Puis là, lui qui reprend le corps, c'est techniquement Tom Jedusor de 17 ans. Fait que lui, on repart à où il était à 17 ans, là, avec les mêmes ambitions. Mais tu sais, il va falloir qu'il keep up avec le programme. Lui, il là. se rappelle même pas qu'il a il fait va d'autres devoir- Horcrux, là. Il va devoir meet up avec Voldemort en Albanie, que là, Ouais. spectral Voldemort lui raconte tout ce qui s'est passé. Mais là, c'est dans le fond, est-ce qu'ils seraient alliés ou ils seraient l'un Moi, contre j'ai- l'autre, l'un étant la contre même l'autre, personne, l'un sûr. contre l'autre? Hein? Ça Sûr. fait fanfiction material. là. C'est ça que je me suis noté. Je suis comme, c'est sûr, ça existe, une fanfiction où que Grosse Tom rivalité, revient en vie complètement à la fin du 2, puis après... Ouais, la guerre C'est quand entre les même nice. deux. Là. quand même Ouais. Mais nice, c'est un bon ouais. questionnement, c'est le fun de se poser la question. Là. Puis c'est ça, comme j'ai dit tantôt, moi je trouve que la théorie des fractions fonctionne ici quand on voit clairement Ouais. c'est l'Horcrux le plus puissant. Et bon, c'est le premier qui a été créé, le premier à être détruit. Et comme on a vu aussi dans le tome 6, l'utilisation de cet Horcrux-là, qui est venu aussi confirmer à Dumbledore que c'était pas le seul, c'est que c'était aussi utilisé comme une arme. Fait que Voldemort était prêt à accepter que peut-être qu'il allait être détruit ou utilisé par quelqu'un d'autre. Tu sais, l'utilisation de... L'objectif de l'objet n'était pas juste d'être un Horcrux caché, c'était d'être utilisé, de tomber dans les mains de quelqu'un, d'une Ouais. élève de Poudlard. Mais Pour, Voldemort a vraiment demandé... ouvrir la chambre. Voldemort a vraiment Lucius demandé de à Lucius de faire rentrer en dans sorte- l'école. Oui, c'est ça. Fait que c'est... En tout cas, c'est le seul Horcrux qui avait cette Cette capacité-là de lui faire Cette reprendre double vie. mission, là, disons. ouais. C'est quand tu penses aux autres, comme tu sais, oui, il y avait vraiment des aspects genre des moyens de défense assez intenses, mais comme le journal, je pense, dépasse
toutes les autres. Puis je pense qu'encore une fois, c'est parce que c'est le premier qu'il a fait. Comme tu as dit tantôt, il était vraiment dedans. Puis je pense que c'est vraiment celui-là aussi où ce qui s'est dit, je me protège en faisant cette Horcrux-là. Je mets une partie de mon âme. Puis la raison pour laquelle je fais les Horcrux, c'est pour vivre éternellement. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vivre éternellement? Je vais pouvoir peut-être impliquer ce genre de sortilège-là, que si jamais moi je performe, lui va pouvoir reprendre ma place. Puis je suis sûr que c'est fucking pensé à ce point-là parce que il y a quoi? Il y a 17 ans? Ouais. Il a l'esprit frais, il est vraiment impliqué dans la magie noire, comme tu sais, il a le nez dedans à 100%, comme il veut vraiment, il va en faire 7. Quand tu commences, mettons, un nouveau programme ou je sais pas, tu sais, un nouvel job, genre, tu t'es fucking dedans, puis maintenant, comme Chris, tu perds le bout, là. Fait que je pense que c'est pour ça. C'est le plus puissant. Intéressant. Ben, c'était tout ce que j'avais pour le journal. Je veux dire, on sait pas mal son histoire, là. C'est un des Horcrux sur lequel on a quand même beaucoup d'informations dans Canon. Alors, le prochain Horcrux à être créé et à être détruit également. Ben là, dans le fond, conversation avec Slughorn, là, je m'étais dit entre la bague et le journal, mais là, ce qu'on a dit, ce serait après le journal et la bague. Ouais. Donc, la bague des Gaunt, Émilie. Oui, bien, c'est dans le fond, en 1943. C'est, dans le fond... Pas longtemps après le journal, dans le fond. Mais si c'était en juin. Je pense que c'est genre 3 mois. C'est pendant l'été. Fait que c'est comme c'est ça. 1 ou 2 mois après Mimi. Donc, c'est ça. Ben, mettons, je vais juste le résumer vraiment rapidement parce que, dans le fond, vous venez d'en parler dans votre analyse, là, mais c'est ça. Tom, il était très... il recherchait beaucoup sur son héritage familial. Fait qu'il essaie de trouver le nom de sa famille dans des livres à la bibliothèque et tout. Puis il a fini par trouver le nom de son grand-père, qui est Marvolo Gaunt. Puis durant les vacances d'été, il est allé... il a retracé où il habitait. Oui, c'est ça. Fait que là, il s'est rendu là. Puis là, juste pour aller rapidement, il s'est rendu là. Morphine. L'attaque en pensant que c'est Tom Senior. Puis là, finalement, genre, non, c'est pas ça. Puis là, il explique c'est la relation que ses parents ont eue ensemble. Puis là, c'est ça qui a donné envie à Tom d'aller tuer son père moldu. Puis ça, il a stupéfixé Morphine et il a pris sa baguette, a tué son père et en même temps a tué les grands-parents parce que... Why not? Tant qu'à être là. Let's go. Puis c'est ça, aussi, Morphine, il y avait la bague sur lui aussi. Fait que je pense que ça l'a tout de suite attiré de voir cet objet-là aussi. Là, juste voir que c'est un objet de son héritage familial, puis de son héritage familial de son côté magique, dans le fond. Là. Oui. Fait que de savoir qu'il est pure blood d'un côté de sa famille, je pense que c'est ça qui l'a beaucoup attiré vers cet objet-là. Définitivement. La bague qu'on a ici, dans le fond, je me rappelais pas dans le livre, est-ce que c'était mentionné s'il y avait une inscription quelconque sur la bague qui montrait que ça faisait partie de la famille? Non. Mais en fait, je vais en parler, je pense. C'est le médaillon puis la bague, mais parce que, tu sais, je pense que c'est un secret pour personne, là, la pierre... C'est la pierre de résurrection. Oui. Puis sur la pierre, il y a l'emblème des reliques de la mort, qui est gravé par Cadmus Peverell. Oui, exactement. Fait que, de ce que j'ai lu, Gaunt Senior, le papa de Morphin, lui pensait que cet emblème-là, ça faisait partie de Salazar Serpentor. Il n'y avait aucune idée qu'il était relié au Peverell. Fait que je pense que c'est sûr. Parce que les Gaunt, c'est dans le fond, c'est des descendants des Peverell et de Salazar Serpentor. OK, fait que dans le fond, moi, je sais pas pourquoi, je pensais que la pierre, elle avait été ajoutée... Non, mais je vais en reparler. Ça va. Mais la bague, dans le fond... J'ai plein de questions. Dans le conte des trois frères... Dans le conte des trois frères, c'est une pierre. It's just a rock in the hand. Comment ça se retrouve sur la bague? C'est qui, à un moment donné, qui décide de créer la bague puis de mettre la pierre dessus? C'est les Peverell ou c'est des descendants? Dans le fond, c'est comme la pierre d'invisibilité. La cape d'invisibilité était transmise de père génération en en fils. génération. Même chose pour la bague. Fait qu'éventuellement, il y a probablement un... La pierre est devenue une bague. Exactement. Un héritier de Cadmus Peverell qui a mis sur une bague puis qui a continué à transmettre de père en fils jusqu'à temps que ça se ramasse au Gaunt. Fait que Voldemort trouve la bague et ne catch pas que c'est la pierre de résurrection. Il ne va jamais le savoir. Mais non, parce que même la baguette de Suro, c'est même pas que c'est une relique. Je pense que c'est même pas que les reliques existent, dans le fond. Il en manque une couple, là, lui. Ouais. À sa mort, il n'avait aucune idée qu'il avait entre les mains la pierre de résurrection. Il l'a jamais su.
Fait que là, c'est ça, il tue son père, et puis après ça, ben, il modifie la mémoire de Morphine pour que lui dise que c'est lui qui a tué c'est Tom lui qui s'est Senior. ramassé à Azkaban. Oui, puis ça, il s'est ramassé à Azkaban, fait que là, il part avec la bague, puis moi, je pense que si tu peux fixer Morphin, il a pris la bague avec lui, il a tué son père, puis il a fait l'Horcrux à ce moment-là. Moi, je pense que c'est ça. Oui, puis après, il est revenu à l'école à l'automne, il était dans le club de Slug, puis là, il a posé sa question. Ouais. C'est quoi les Horcruxes? C'est ça. Puis là, combien on peut en faire? Puis là, entre-temps, quand que Morphin, en tout cas, je sais pas comment dire son nom, là, on s'en fout. Moi, je dis Morphin. OK. Pendant que Morphin il était à Azkaban, à un moment donné, il est allé faire un sortilège à la maison pour toute la décoller, puis il est allé cacher la bague là-dedans, parce qu'il s'est dit que personne n'allait aller fouiller, tu sais, à l'endroit. Un tas de ruines, basically, là. Exactement. Mais, tu sais, en même temps, c'est comme... Je comprends, mais en même temps, c'est pas tant logique d'aller cacher de quoi qui a rapport avec ta famille. Ouais. Tu sais, c'est comme, me semble, on va aller checker des... Tu sais, en tout cas. Il y a dans l'océan. Ben oui, 100%. Comme, tu vas mettre un objet qui brille, un objet de valeur, littéralement dans les ruines d'une maison. On s'entend que peu importe qui va voir, qui trouve un objet qui shine, un bijou dans des ruines, c'est la première affaire qui va te sauter aux yeux, en tout cas pour moi. Ben, j'allais en reparler plus tard, là, mais j'en reparlerai au pire, parce que c'était dans l'après-show. Mais tu sais, Voldemort, ça a mené à sa perte de décider de prendre plein d'objets et d'endroits symboliques pour ses Horcruxes, tu sais. De pas être discret. Une canette de coke vide, une scène noire. Ça aurait pu être n'importe quoi, exactement. Là, mais tu sais, c'est la preuve de son ego et son côté narcissique, tu sais, de demeurer dans quelque chose d'impressionnant, valorisant pour lui, qui a une grande signification, parce que ça peut pas être ordinaire, ça peut pas être ordinaire du tout. Exact. Ouais. Fait que là, c'est ça. Après, ben, comme on voit dans le souvenir qu'on parlait juste avant, ben, il portait encore la bague sur lui, fait que, obviously, il a pas encore mis le maléfice dessus, là. Fait que, moi, je pense que vraiment, au moment qu'il est allé déposer la bague dans les ruines de la maison, c'est là qu'il a mis, le maléfice en même temps. Puis, le moyen de défense, franchement, parce qu'ils ont tous des moyens de défense, les Horcruxes ne veulent pas. Là, Fait que c'est pas un Horcrux, c'est ça, quand il parle à Slughorn, finalement. Voyons, je suis bien mêlée. Oui, c'est un Horcrux. Oui, c'est un Horcrux, mais il n'y a pas encore le maléfice Il n'est pas encore caché. Il n'est pas encore caché, mais il le maléfice, pour la personne qui l'a détruit la main de Dumbledore. OK, c'est ça que tu veux dire par maléfice. Je pensais que tu voulais dire Horcrux. OK. qu'on est mêlés. C'est ça. Puis après ça, ben là, Dumbledore, il a commencé à faire ses devoirs, à savoir les Horcruxes puis Voldemort. Fait que, il est allé regarder où que, mettons, des lieux significatifs pour Voldemort, puis il a trouvé la bague. Puis il l'a détruit dans son bureau. Je pense que... Je me sais plus c'est quoi la date. Je pense en 96. Été 96. Ouais. Fait que c'est entre le tome 5 et 6. Ouais. Puis il l'a détruit dans son bureau avec l'épée de Gryffondor. Parce que Dumbledore a dû se rappeler que le journal avait été détruit avec le croc de basilic, a dû faire le lien, évidemment. L'épée est imprégnée de venin. Moi, essayé ça, voir. Ouais. Comme l'épée est juste ici, à côté de moi. C'est ça, il l'avait dans son bureau. Fait que... C'est ça. J'essaie ça. Il devait probablement l'avoir sur les doigts pour la détruire. C'est clair que leur Horcrux fonctionnait d'une façon XY pour C'est vrai, ça, parce que pour que sa main soit touchée, c'est comme si ça l'avait été sur sa main. Parce que tu dois le mettre. Il faut que tu sois prudent. Oui, c'est comme le médaillon. médaillon. Il faut vraiment que tu portes la bague, je pense. Oui, tout après, moi, je suis d'accord. Mais Chris, avec l'épée, ça, je veux dire, c'est dangereux. Mais il a probablement genre clown, je sais pas. Mais c'est clair qu'il devait l'avoir sur lui pour que ça l'affecte autant sa main puis que ça détruise. Oui, clairement. Comme si le médaillon doit être ouvert pour que tu le détruises. Il essaie de le détruire de 320 000 façons quand il est fermé. Puis impossible, tu dois l'ouvrir. Puis c'est quand tu l'ouvres que le médaillon se défend. T'sais. Fait comme il y a des moyens X, Y, Z que les Horcruxes vont devoir être détruites. Puis pour que le maléfice fonctionne, pour que dans le fond tu tues le porteur de la bague, il fallait que tu l'ailles sur toi, cette bague-là. Je pense. Je spécule, mais comme ça fait du sens. Ça ferait du sens s'il est obligé de le mettre. Oui. Puis, c'est-tu moi qui se mélange ou tu l'as peut-être dans tes notes, le maléfice, justement, normalement, c'était censé spreader plus vite, mais Rogue qui guérit, ça fait que c'est juste la main qu'on voit, mais que normalement, c'est ça, il dit, là, vous avez peut-être 6 mois ou plus. Ça va se propager. Ça ralentit le processus. Mais initialement c'était peut-être censé être plus vite. Là. Mais c'est de qu'est-ce que je comprends, c'est comme si ça aurait été quasiment comme instantané ou en quelques minutes. Fait que d'après moi, Rogue était vraiment Rogue était pas loin, là. Puis de qu'est-ce que j'ai lu, le Rogue était vraiment fâché. Il était comme genre, ben là, fais pas attention. Tu sais, c'est comme un objet de magie, non, qu'est-ce que tu fais, genre? Mais
je sais pas si c'est 6 mois ou 1 an, mais c'est ça. Je pense qu'il y avait comme 1 an max à vivre après, même s'il a réussi à stopper le maléfice. Est-ce qu'il y avait autre chose pour la bague? Je pense que je vais te le tour. Non. Le prochain Horcrux, Félix, le médaillon de Serpentard qu'on a ici. Oh! Il est full beau. Dans ma tête, il était plus gros. Dans ma tête, c'était genre une espèce de grosse affaire de même. Ah ouais? Ouais. Mais c'est le 3e Horcrux, right, qui a été créé par Voldemort. Je sais pas si j'ai la bonne date. Je trouvais pas vraiment comme un truc qui se répétait, mais moi, j'ai juin 1957. Non. Non. Il sort que, de t'sais, Poudlard genre en 45. Oui, mais tu sais, il a travaillé quelques années. C'est pendant qu'il travaille chez Barjot. Je pense qu'il a fait une couple d'années là. Attends, je pense que je lis ça. Dis-moi la date précise. Parce que c'est en tuant qui? C'est en tuant un itinérant moldu. C'est un homeless qui a tué, comme ça. Mais le médaillon, il le récupère chez Hepzibah. Oui. Mais il tue Hepzibah pour faire la coupe. Fait qu'il aurait fait la coupe avant. C'est le 4e Horcrux. Moi, j'avais le 4e Horcrux. Fait qu'il a fait la coupe avant. Oui. Ah, excusez. Bon, c'est correct. Je vais partir sur le médaillon. Fait qu'ils sont pas détruits en l'ordre de création? Ça n'a pas l'air. Parce qu'il a fait la coupe. Tout ce que j'ai vu, en tout cas, quand j'ai fait mes recherches, il a tué Hepzibah, il a fait la coupe, il a gardé le médaillon en se disant, mon prochain, c'est ça. Puis il a tué un moldu random dans la rue pour faire le médaillon. Très rapproché, coupe les médaillons, sûrement dans la même semaine, exactement. Mais OK. Mais coupe, c'est le 3, puis oui, parce que c'était Hepzibah, tout de suite, elle était morte avant le moldu. Exact. C'est ça, j'ai 1946 comme date. 46, mon Dieu, je suis pas dans les dates pantoute. Non. Mais j'avais une chronologie, en tout cas. Je pense que c'est le diadème 57. Peut-être. Fait que bref, t'as dit 46? Ouais. Mettons juin 46, le 3e Horcrux, en tuant, comme je viens de dire... Le 4e. Oui, c'est ça, le 4e. En tuant un itinérant moldu, donc on sait la haine que Voldemort a pour les moldus, donc ça y a pas fait ni chaud ni froid d'enlever la vie à un être humain. Changement corporel de Voldemort suite à la création. Donc, comme tu as mentionné tantôt, Fred, ses yeux. Dans le fond, apparemment, différents aspects physiques étaient laissés dans chaque Horcrux après la création. Fait qu'il perdait un peu plus les bouts de lui-même à chaque fois qu'il en créait. Puis il y a une emphase qui est mise dans le 7e livre, encore une fois, comme tu as dit. Comme quoi, l'œil qu'on voit dans le film, right, quand on ouvre le médaillon afin de le détruire, ben c'est l'œil de Voldemort, les beaux yeux de Voldemort quand il était jeune. Fait que ce serait après la création du médaillon que les yeux de Voldemort seraient devenus rouge en forme de serpent, Pas tout à fait. Parce non? que quand il revient, je voulais le dire tantôt quand on va parler du diadème, mais dans le fond, quand il revient à Poudlard pour demander un poste, il y a les yeux rouges. Il y a les yeux rouges, mais c'est pas encore des yeux de serpent. OK. Bon, ils sont juste comme, sont injectés de sang, mais pas en fente encore. OK. Fait que ça, c'est comme, ça serait après le diadème. Ouais, mais ça serait, dans le fond, ça serait arrivé, mettons ses yeux c'est vraiment des pupilles comme des serpents, ça serait sûrement arrivé à Harry, mettons. Je sais pas. Mais moi, j'avais l'impression que ce serait plus Nagini. Ou Nagini. Moi, je pense que la boucle s'est bouclée, le look de serpent, en faisant Nagini. Ah ouais, hein, moi non. Moi, j'ai l'impression que quand Voldemort est allé tuer Lily puis James, il y avait déjà cette apparence-là qui a repris en revenant dans le 4. Mais de qu'est-ce que je comprends? Parce que quand il a créé Nagini, il était bébé cru, là. Il n'y avait pas de place pour avoir un changement, là. Il est resté poulet cru, là. J'avoue. Mais peut-être qu'en renaissant, peut-être qu'il y avait un nez encore. Que là, en renaissant, il était comme Chris, avec un nez de serpent. Comme, non, parce que sa tête de Quirrell, il y avait les deux fentes. Déjà, il y avait déjà pas de nez, je m'en rappelle. Ah, je sais plus, hein. Trop. Bref. Hein? Y avait-tu pas de nez sur la tête de Quirrell? Ouais. Je pense que c'est mentionné, c'est écrit. Ouais, je me rappelle. C'est la première description de Voldemort qu'on a, c'est sa tête de Quirrell dans le 1, évidemment, puis c'est comme deux fentes à la place du nez. Dans le film, il y a peut-être un nez, mais dans le livre, là, c'est vraiment deux fentes, des yeux rouges, c'est quand il le décrit. Là. Puis on se rappelle, là, le fameux, pour ceux qui l'ont vu, ce que c'était censé être sur la tête de Quirrell dans le film. Oui. C'est comme la tête de serpent. Les dents. C'est déjà décrit comme allure très serpent quand il est sur la tête de Quirrell. Okay. Fait que moi, dans ma tête, c'est de ça qu'il avait l'air quand il est mort, entre guillemets, quand il a essayé de tuer Harry. Mais là... C'est peut-être pour ça, dans le fond, qu'il est sorti à l'Halloween, parce qu'il ressemblait à un oui, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il a choisi le soir de l'Halloween, je pense, en fait. Parce qu'il pouvait facilement se rendre... Passer inaperçu. Puis, by the way, là, c'est ça. Là, c'est difficile pour nous de replacer tous les changements corporels en ordre. Là. C'est comme de la spéculation-ish, puis de la théorie, parce qu'on l'a pas. On se base un peu sur le canon, comme on vient de dire, avec quand il revient à Poudlard, il y a les yeux rouges, mais pas serpent. Puis le diadème, en fait, c'est le dernier Horcrux qu'il fait avant de mourir. Oui, avant Harry. Avant Harry, avant Nagini.
En tout cas, les yeux auraient... Peut-être que c'est pas juste les Horcruxes qui changent son apparence aussi. Peut-être que lui-même, des fois, il va se fucker ou il va essayer de changer. Peut-être qu'il veut ressembler à un serpent. Je pense que la magie noire affecte aussi... Juste en général, plus tu le fais, plus tu tues peut-être. Fait que comme on peut se dire que son image de serpent rendue au dernier moment à Lily P. James est due à les Horcruxes, oui, mais plein d'autres affaires aussi. Fait que disons-le comme ça. Mais bref, au médaillon, tu dis qu'il y aurait un changement au niveau de ses yeux. Aussi, OK. Juste parce qu'il y a vraiment, comme tu as dit tantôt, genre, il y a une emphase qui est mise justement sur le fait qu'on reconnaît les beaux yeux de Voldemort dans le médaillon. Fait que dans ma tête, je fais le lien, tu sais, comme il a laissé cet aspect-là physique dans l'Horcrux, parce qu'il y a la partie de son âme qui est restée ça fait là, du sens. C'est ses yeux, puis qu'après, justement, il y aurait un changement au niveau de ses yeux. Je pense. Dans Canon, on assume que... On a l'impression d'assumer que ça s'est passé au diadème parce que c'est 10 ans plus tard quand il va demander la job à Dumbledore. Ça fait 10 ans qu'on l'a pas vu. Ça fait 10 ans qu'il est en Albanie. Mais ça fait 10 ans, justement, qu'on l'a pas vu dans le tome 6, dans les souvenirs. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était avec Elizabeth. Fait que, on n'a pas vu là, ça, ce moment-là. Dans le souvenir du 6, justement, c'est écrit comme quoi on le reconnaissait plus vraiment, Voldemort. Là. Il revient, puis comme il n'y a plus son beau look, il n'y a plus ses belles pommettes, etc. Nope. Donc, l'endroit où cet Horcrux est caché, dans la grotte, right, on le sait tous, où il a amené des enfants de l'orphelinat dans lequel il a grandi pour les torturer. Donc, il y avait des sorties, mettons, pédagogiques, on va dire, avec l'orphelinat à la plage, puis Voldemort y allait souvent, puis la caverne, elle se trouve là. Fait que lui, il amenait des kids là-dedans, puis il les torturait. Puis ensuite, à la demeure des Blacks, right? Donc, on sait que Créature, il a eu la mission confiée par Régulus avant sa mort, de détruire le médaillon. Donc, à la suite de la grotte, il s'est à la demeure des Blacks, avant d'être volé par Mundungus et confisqué finalement par Ombrage. Fait que, leur Crux s'est promené un petit peu, là. Personne qui l'a détruite, on sait que c'est Ron avec l'épée, right? Ce qui est assez symbolique pour le personnage, je pense, d'être parti à cause du médaillon. Tu sais, toute la zizanie qui s'est passée avec le trio. Fait que c'est symbolique, je pense, pour le personnage, comme je viens de dire, d'avoir été un peu détruit par cet Horcrux-là, d'avoir quitté son groupe d'amis puis revenir pour le détruire. Fait que je pense que la boucle se boucle au niveau de cet Horcrux-là avec Ron qui le détruit. Maléfice, lors de la destruction, il n'y a pas vraiment de maléfice qui a été mis sur l'Horcrux, right? C'est le maléfice, c'est un mécanisme de défense. Genre, c'est ça. Donc, le médaillon, il se défend en se nourrissant des émotions négatives de la personne qui l'ouvre ou qui le porte, en tentant de corrompre la personne qui est visée. Donc, c'est également le seul Horcrux qui n'a pas été détruit dans l'enceinte ou dans les entourages de Poudlard. Il a été détruit complètement ailleurs. Fait que toutes les autres Horcrux ont été détruits. Le journal, la bague. What the fuck? La coupe, le diadème, Nagini, Harry, tout dans l'enceinte de Poudlard, sauf le médaillon. C'est bien drôle. Genre, j'ai jamais réalisé ça. Mind fucking blown. C'est ce que j'ai trouvé comme info. Puis j'étais comme, c'est quand même pertinent de... Ils voulaient tellement que tout soit rapproché de Poudlard, puis des fondateurs, puis ils ont tous été détruits là, sauf vraiment le médaillon dans la forêt. Dans la forêt, exactement. Fait que c'est le seul qui ne suit pas justement cette lancée-là. Puis c'est ça, comme je viens de dire, le médaillon, comme tu l'as dit, Fred, ils ont tous des battements de cœur, comme c'est littéralement des objets qui sont vivants. Puis tu sais, ils fuient complètement l'épée de Gryffondor, right? Donc ils essayent d'étouffer Harry dans l'eau quand il essaie d'aller chercher l'épée pour... C'est ça qui se passe, hein? Parce que c'est pas très clair. Mais le médaillon, comme il sait là, ce qui s'en vient, là, il sent l'épée de Gryffondor. Là. Fait qu'il est comme, no fucking way. Il essaie de retirer Harry vers en haut. Il essaie de tuer Harry. Il essaie de le tuer, c'est ça. Puis là, Harry se débat. Il se débat, c'est Ron qui tire Harry de l'eau. Fait que, tu sais, Ron n'aurait pas été là, Harry aurait été mort sur le champ. On dirait que j'ai écouté Harry Potter une fois. Je suis comme, c'est vrai! Tu te dépêches. C'est ça qu'il ne le dit pas, moi. Puis, tu sais, au-delà de ça, il dégage une toxicité qui est constante, surtout chez celle ou celui qui le porte. Fait qu'on sait que quand tu mets le médaillon, comme tu ressens beaucoup d'amertume, t'aimes pas le monde, tu deviens désagréable, etc. Fun fact, qui ne semble pas du tout affecter Ombrage. Fait que... ça a l'effet inverse pour les gens méchants. Non, mais elle est capable de faire un Patronus. Ombrage... Non, mais ce que je veux dire, elle est méchante à la base, fait qu'elle, avoir le médaillon, ça la rend bien. Non. Ça n'a aucun effet. Ombrage, qui à la base n'est pas un personnage qui est très agréable, puis au contraire dégage beaucoup, beaucoup de méchanceté, puis beaucoup, beaucoup juste de bad vibes. Quand elle porte le médaillon, right, dans la salle du ministère, ça fait rien. Harry est comme c'est la même personne. Moi, c'est parce que j'avais vu dans mes recherches /théories, juste que comme, dans le fond,
Mais non, t'as raison, parce que dans le set, tu sais, elle embarque vraiment, tu sais, dans la recherche, puis il faut tuer Dumbledore. Tu sais, dans son bureau, on le voit, là, les affiches. Elle s'est servie du médaillon pour... C'est comme si le médaillon venait juste amplifier ce qu'elle a déjà. Elle est fucking méchante, là, elle est en train de retirer des baguettes aux gens qui sont fucking sorciers, puis elle compte les moldus. Mais ça lui fait du bien, dans le fond, c'est ça. Exactement. Sans se rendre compte. Mais comme c'est le caractère du personnage en tant que tel, right, on voit que ça change Harry, ça change Hermione, ça change Ron, obviously, mais Ombrage vient pas, il n'y a pas de traits caractériels changeants chez elle quand elle le porte. C'est juste amplifié. Exactement. C'est ça, OK, parfait. Fait que le médaillon va vraiment plus affecter les gens qui sont gentils. Il y a aussi une théorie comme quoi Créatour, il serait aussi déplaisant parce qu'il a été très longtemps exposé aux effets néfastes de l'Horcrux en essayant de le détruire, puis qu'à la base, ben, ça serait potentiellement un élève de maison comme les autres, très fidèle à sa famille, mais qui soit aussi mauvais puis méchant, ça serait à cause de l'Horcrux. Il y a une question qui a été reçue, j'ai pas le nom, je sais pas si tu l'as dans tes Non, désolé, notes, je l'ai pas noté. Il y a un truc qui m'a toujours... Là, j'ai la question. Il y a un truc qui m'a toujours confused par rapport à la malédiction de la bague qui atteint Dumbledore au point de le condamner à une mort prochaine. Quand le trio errait dans la forêt et essayait de détruire le médaillon, ils n'ont pas été confrontés à un maléfice mortel comme celui qui a frappé Dumbledore. What's up? Je sais que dans un podcast précédent, vous avez expliqué que Voldemort avait guette un peu moins vigilant dans sa protection des Horcruxes au fil du temps. Est-ce que c'est vraiment juste ça? J'ai pas vraiment trouvé de réponse canon à savoir le pourquoi du comment de ta question, mais c'est une excellente question quand même. Je pense qu'il faut quand même qu'on se rappelle aussi les protections extrêmes qui ont été mises de l'avant avant même de pouvoir accéder à l'Horcrux. On a le sacrifice de sang, on a l'armée d'Inferi, on a la potion qui te fait perdre la tête. C'était l'Horcrux le mieux protégé. On dirait que chaque Horcrux avait son affaire plus spéciale. Tu sais, comme le journal, c'était l'arme. Ouais. Le médaillon, ben, c'était le mieux protégé. Puis la bague, c'était le maléfice mortel. Le médaillon, avec son héritage de Serpentard, je pense que c'est lui parce qu'il voulait peut-être plus se protéger parce qu'il s'est dit, genre, ça se rapproche vraiment de ma lignée de sang, etc. Puis c'est sûrement dit, ça me sert à rien de comme... C'est que l'objet en tant que tel a un maléfice sur lui parce qu'il est tellement bien protégé que personne va se rendre Exactement. Je pense que Voldemort ne s'attendait jamais à ce que quelqu'un réussisse à aller chercher cet Horcrux. Il y a quand même un maléfice, veut pas. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Tes peurs sont matérialisées devant toi. Mais Regulus Black est mort par les Inferi. Il s'est fait noyer par les Inferi en essayant d'aller chercher cet Horcrux-là. Puis la seule raison pour laquelle il a réussi à le sortir, c'est parce que Créature est capable de snap in, snap out de la caverne. Fait que, tu sais, il a laissé son maître mourir. Le dernier ordre qu'il a reçu, c'est de détruire Horcrux, puis Regulus est dead dans la caverne. Regulus, c'est un Inferi live. Oui. Fait que... Oh, c'est vrai. Hein? Ouais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de protections qui vont au-delà. Après, le maléfice en tant que tel, moi, je le trouve quand même assez intense. Là, comme c'est littéralement les insécurités puis les peurs les plus profondes de la personne qui est l'autre qui sont projetées avec la voix de Voldemort qui te parle avec genre I see your deepest dreams puis genre des affaires fucking I see your heart, Ron Weasley. C'est exactement ça. Puis on sait pas vraiment si ce serait produit après, si Ron se serait laissé convaincre par ces images-là. C'est ça, qu'est-ce qui se passe justement? Harry le rappelle à l'ordre. Oui, Ron, ce n'est pas vrai. Il se fait tirer par les espèces de genre l'espèce de fumée noire, je sais pas trop comment le décrire, mais il se fait tirer par en arrière, puis comme si Ron réussit à l'entendre. Peut-être s'il avait rien fait, cette fumée-là serait de plus en plus... aurait englobé Ron, puis l'aurait tué, genre étouffé, genre Ron peut-être. qui remet le collier, puis qui repart, tu sais, genre comme un affaire fucking, genre il détruit pas finalement, un peu comme l'anneau, le Seigneur des Anneaux, les l'armée, tu sais. Ah ouais, trop. Il serait un peu possédé. Ben peut-être. En même temps, spéculation fois 1000, on sait pas, on l'a jamais vu. Ron a réussi à snapper le vide, puis il a réussi à détruire leur crux, tu sais. Encore une fois, il est capable d'enchanter le porteur à faible niveau quand même, même fermé, assez pour créer beaucoup de discorde dans le trio. Puis c'est ça, je pense que j'ai sur le... Pour répondre à ta question, en fait, parce que c'était une question qui était posée, il y a quand même beaucoup de choses qui englobent la protection du médaillon, puis ce qui s'ensuit par la suite. Fait que, je pense que dans le fond, la réponse, c'est qu'on peut juste pas s'attendre. Les Horcrux, ils n'ont pas tous été setés pareil. C'était pas genre cachette, maléfice. Main brûlée. C'est ça. L'Horcrux ne donnait pas de main brûlée à tout le monde. Il y avait tout un système différent. Le journal, il aurait tué Ginny.
La bague aurait tué Dumbledore, le 3 aurait tué Ron. Il y a tout quelque chose qui se passe qui aurait été mis en place pour enlever la vie de la personne. Au final, oui, mais pas de la même façon. De la même façon, exactement. Mais c'est une bonne question. On dirait que j'ai une question qui vient de me popper en tête. Oui, mais parce, on est là que, pour ça. parce que le médaillon, c'est comme le seul qui affecte vraiment les gens. Mais dans le fond, c'est-tu le seul qui a cette capacité-là? Genre, si, mettons, tu as tout le temps la coupe avec toi, est-ce que tu vas devenir... je pense que oui. Si, mettons, le Dumbledore, là, il avait porté la bague longtemps avant de la détruire. Là. Je pense que ça aurait fait ça, tu sais. Ouais, je suis sûr. Ou... Ginny, qui s'est fait fucking... Ginny, elle perdait la tête, là. Elle avait le journal avec elle constamment, puis ouais, va devoir réussir à la posséder au travers. De possession. C'est pas juste... C'est là, on dirait qu'ils sont juste fâchés, genre. Mais ça dépend, mettons, de quoi tu qualifies possession, parce que, tu sais, est-ce que Ron aurait dit ces affaires-là, puis aurait vraiment été aussi méchant s'il n'avait pas eu le médaillon? Fait que, tu sais, oui, c'est pas, mettons, il se rappelle de ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, mais je pense pas que c'était Ron qui parlait en même temps. Je pense que c'était comme le médaillon vraiment qui affectait ces traits de personnalité-là, ou comme qui inculquait ça chez Ron. Puis la même chose, mettons, pour Ginny, sauf que Ginny, c'est très... littéral comme possession. Ouais. Puis je pense pas que c'était un objectif nécessairement de Voldemort que les gens qui portent les Horcruxes soient affectés. C'est juste c'est ça qui se passe. Parce que c'est un âme, c'est de la magie noire, c'est très dark, fait que ça t'affecte quand t'es un cœur pur. Je pense que c'est la pire forme de magie noire. Effectivement. Mais c'est ça, exactement. Fait que c'est ce que j'avais pour c'est super. Fait que là, on peut aller au 3e Horcrux créé, qui est la coupe d'Helga Poufsouffle, parce que là, on vient de faire le 4e. Mais écoute, ça, c'est la beauté du podcast. On se prépare fucking, puis finalement, mais t'avais-tu ça dans tes notes, dans le fond, que la coupe, c'était avant le médaillon? Parce que... Moi, hier, j'ai refait d'autres petites recherches pour peaufiner mes notes. Mais ça fait du sens. Puis dans la chronologie, ça disait vraiment que c'était la coupe, le 3e, puis le 4e, le médaillon. Puis quand j'y ai pensé, j'étais comme, en effet, il a tué Hebsba 2 jours après. Littéralement la même journée ou comme une journée. Fait qu'il aurait fait la coupe à ce moment-là. Exactement. Puis après, le médaillon, il l'a gardé, puis il s'est dit, mon ex, c'est lui. C'est ça, exact. Ben justement, la coupe d'Helga Poufsouffle. Le 3e. Fait que là, je pense qu'on a compris, c'est en tuant Hebsba. Hebsba Smith, qui est une héritière de la famille Poufsouffle. C'est pour ça qu'elle a la coupe de Poufsouffle. Oui. Puis elle avait le médaillon aussi qu'elle avait acheté chez Barjo et Burke. Elle avait les deux. Que lui l'avait acheté à Mérope pour 10 galions, on se rappelle. Pour petite Mérope. Rip Mérope. C'est vraiment triste. Mais... Justice for Mérope. C'est crissement promené le médaillon, comme tu disais. Mérope. C'est promené en Chris, là. Bon. Mais c'est ça. Mais ça n'a pas tant rapport, mais Hebsba, c'est quoi? C'est genre une collectionneuse? C'est une collectionneuse, exactement. Oui. Elle a plein d'antiquités de magique. C'est Jean Barjo ou Burke, là, je sais pas, lequel les deux. Là. Il envoyait Tom chez cette madame-là. Lui, c'est un représentant de Barjo et Burke. Puis lui, sa job, dans le fond, c'est d'aller collecter ou de vendre des objets magiques de valeur à des sorciers X, Y, Z. Puis Hebsba, c'était une très bonne cliente ou acheteuse, tu sais, comme elle vendait ou elle achetait beaucoup de ces biens-là. Fait qu'elle venait Tom allait souvent chez elle pour ce genre de transaction-là. Puis elle tripait sur Tom. Elle tripait, elle trouvait beau, elle trouvait non fin, puis elle trouvait ci, puis elle trouvait ça. Puis là, il vient pour y vendre une espèce d'armure de joyaux de gobelins, puis elle est comme, non, laisse faire ça, check, est-ce que j'ai trouvé l'autre elle se pense bonne, elle veut l'impressionner. Fait que là, il monte la coupe puis le médaillon. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle monte la coupe puis le médaillon. Fait que 2 jours après, Tom revient, il la tue. Puis, il l'empoisonne. Oui, il l'empoisonne. Puis il fait pas. Ben, encore là, même chose qu'il a fait avec Morphin, mais il a modifié les souvenirs de l'œuvre de maison à Hebsba. OK. Oui, c'est vrai, j'allais dire Winky, mais c'est pas... Ouais. OK. Mais ça, je trouve ça quand même triste. Ouais, pas vrai, la maison. Ouais. Fait que là, c'est ça, l'œuvre de maison qui dit qu'il aurait mis du poison dans le chocolat chaud de Hebsba. Ben, je pense que ça passe aussi un peu comme quoi, parce qu'apparemment, c'était un très, 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 très vieux œuvre de maison, puis qui avait un peu perdu la tête, puis que ça n'aurait pas été volontaire, mais qui aurait malencontreusement se trompé de breuvage, là, tu sais, ou je sais pas trop, il aurait mis quelque chose dans son thé. Ouais. Là. En tout cas, je trouve ça triste pour elle. OK. Puis, dans le fond, Voldemort a comme légué la coupe aux Lestrange pour qu'eux y aillent les cacher dans leur coffre-fort à Gringotts. Mm-hmm. Parce que c'est le seul objet qui a été volé de Gringotts ever. À quel moment dans l'histoire il a dit aux Lestrange de cacher la coupe, vous pensez? Moi, ça, je sais pas. Puis est-ce qu'il leur a dit que parce que s'il l'a créé en 46, excuse-moi, les Lestrange ne sont pas encore dans son entourage, fait qu'il l'a gardé où pendant ce temps-là, la coupe? Ouais. Fait qu'il l'avait quand il était un spectre. L'histoire ne le dit pas. Non, je sais, c'est comme ça. Non, d'après moi, c'est pendant la Première Guerre, là, vraiment, qu'il y avait l'Ordre du Phénix versus les Manches-Morts, que ça s'est caché là. C'était peut-être caché ailleurs. Qu'on ne sait pas, obviously. Là. OK. Ouais. Fait que là, après ça, il va être... Ben, c'est quand même triste parce que ils sont allés le chercher avec l'épée de Gryffondor. Fait qu'il était vraiment genre
très proche de pouvoir le détruire directement dans le coffre. Mais finalement, ben, c'est ça, ils ont dû le traîner jusqu'à la bataille de Poudlard en le 2098. Finalement, trouver un crochet de basilic. Devoir retourner dans la chambre des secrets pour aller chercher un crochet de basilic. Puis c'est Hermione qui le détruit dans la chambre des secrets. On n'a pas la scène dans le livre, on l'a dans le film. Oui, c'est vrai. Dans le livre, ça se passe off-cam. Quand oui, parce ils reviennent, Harry n'est pas là. Fait qu'ils reviennent, puis le Ron est comme elle l'a détruit dans la chambre des secrets. Hermione est comme oui, j'ai détruit. Ah, c'est bien, ça c'est un bel ajout au film. Ouais. Sinon, j'ai pas plus de notes que ça. Y a pas, est-ce que tu sais si. Parce que dans Disappearances of Drago Malfoy, c'est notre dernier épisode en plus qu'on a fait, la coupe est présentée comme un objet qui est utilisé pour, genre, mettons, on est une gang d'amis, puis c'est comme, pas l'équivalent d'un pack de sang, mais c'est comme tout le monde boit en se passant la coupe, puis ça crée un lien de, genre, confiance entre les personnes, puis que Voldemort aurait utilisé la coupe pour les mange-morts. Fait que si tu buvais dans la coupe, ça te fidélisait vraiment à Voldemort. Puis dans Disappearances, Bellatrix, elle en parle avec Narcissa puis Lucius, puis elle dit, la coupe, on a bu dedans, puis tout, puis là, ils pensent que le Drago, il joue un double espion, puis il fait croire à ses parents que Harry et le trio cherchent la coupe pour que Harry puisse la faire boire à toute l'Ordre du Phénix puis que ça fasse la même chose. Fait que là, Bellatrix, c'est comme « tabarnak! » Fait que là, c'est le même qui savent que c'est dans son vault à Gringotts parce qu'ils catchent que c'est sûrement un Horcrux, mais c'est comme « faut qu'elle nous dise il est caché où? » Fait que je vais dire que Harry veut l'utiliser pour l'Ordre du Phénix, t'sais. C'est tellement bien pensé, les gens qui écrivent mais ça. Mais je pense que c'est pas canon, l'utilité, mais je trouvais ça tellement intéressant parce qu'on n'en sait pas trop sur la coupe, justement. Tu vivrais littéralement de l'âme de Voldemort. Fait qu'en tant que partisan, il n'y a rien de plus flatteur ou de valorisant de boire dans l'âme de ton maître. Mais puis que la coupe, c'est que la propriété de la coupe, c'était ça aussi à l'époque d'Helga Poufsouffle. Elle faisait ses festins, elle faisait boire tout le monde dans la coupe. Elle passait la coupe autour de la table, Helga. Puis elle avait craché dedans, elle était comme... Ouais, trop. Buvez. Donc, OK, parfait. Ben, on est rendu au diadème perdu de Serdaigle. Le 6e crime? Non, 5e. Ben, le dernier... Avant Harry. Fait que c'est son 5e, effectivement. Plus tard, ça a été créé en Albanie parce qu'on se rappelle que le diadème perdu avait été volé par Helena. Elle l'a volé à sa mère, Rowena, parce qu'elle était jalouse de sa mère. Elle l'a volé, puis elle est allée se cacher dans la forêt d'Albanie. Fait que c'est un peu pour ça que c'est devenu le lieu de cachette de Voldemort. Je pense que lui, quand il a voulu retracer le diadème, il a séduit Helena, comme on sait. Elle lui a dit « je l'ai caché dans la forêt ». Il y a crissement longtemps, je l'ai caché là. Fait que Voldemort, il a retracé le diadème en Albanie. Puis je pense qu'il voulait vraiment rapidement faire un Horcrux. Fait qu'il a tué un paysan albanien. Là, donc ça, c'est quelque part après 46, clairement, mais avant, genre 55. C'est comme le 10 ans, là. C'est après ce 10 ans-là qu'il va revenir à Poudlard. Fait qu'on n'a pas l'année précise. Puis c'est ça, il va pas laisser le diadème dans la forêt d'Albanie. T'sais, lui, il va revenir à Poudlard pour le cacher à Poudlard. Donc, c'est pour ça que quand il revient demander une job à Voldemort, à Dumbledore, c'est pour cacher l'Horcrux diadème dans la salle sur demande. Mais c'est aussi, je pense, sérieusement, pour avoir une job, puis éventuellement, comme on avait dit, de trouver un autre objet. C'est pour recruter du monde. Recruter du monde, là, vraiment juste être prof, puis comme enseigner la magie noire, clairement. Mais tu sais... Mais ça, on en ferait d'Albanie dans un arbre. Ça aurait été bien en plus, c'est là que c'était. Fait juste le remettre. Le diadème, il a été perdu pendant des siècles. Il était vraiment bien caché. Un trou, là. Non, mais il s'aide pas, là, pour vrai. Il s'aide pas. Non, il s'aide vraiment pas. Mais son arrogance, ça a été son downfall, là, vraiment. Sa chute, là. Fait que, OK, cool, intéressant. Maléfice lors de la destruction non spécifié dans l'œuvre. Mais là, je refais un lien avec Disappearances parce qu'on n'a pas vraiment le maléfice lors de la destruction, mais on a l'effet néfaste que ça a parce que canon, ça c'est canon, quand tu portes le diadème, t'es plus intelligent. Fait que c'est un peu pour ça que Helena était jalouse de sa mère. Sa mère, elle le mettait tout le temps, puis elle était comme... Fait que là, Helena l'a volé. Elle était comme, personne ne va plus jamais mettre ça. Fait que mettons que ce diadème-là garde cette propriété-là, mais est un Horcrux. Fait que tu le mets le diadème, là, dans Disappearances... Hermione, elle le met souvent, puis elle devient plus intelligente, mais le diadème, au fil du temps, parce qu'elle le met tout le temps, commence à avoir une emprise sur elle, elle devient addict au diadème. Elle devient méchante. Le diadème la fait sentir super powerful quand elle le porte, puis dès qu'elle l'enlève, elle est genre, est-ce que je suis poche, Ron et Harry m'aiment pas, j'ai pas d'amis, je suis vraiment nulle, je suis la pire personne ever, genre. Ouais, elle pense qu'elle je suis incapable de rien faire. Ouais,
Tu l'as-tu lu, Disappearances? Je l'ai... Ben, dans le fond, c'est quand même le fun parce que je suis rendue vraiment au moment que votre épisode a fini. A terminé, notre partie 1. C'est ça. Je vais prendre un petit moment. Parfait. Mais puis ça, c'est vraiment dans la partie 1, toute l'histoire du diadème. Fait que j'ai l'impression que, mettons que les choses étaient un peu mélangées comme dans Disappearances, si le trio, dans le vrai tome 7, avait trouvé le diadème dans les premiers Horcrux puis aurait été pogné à le traîner un peu en faisant du camping comme le médaillon, puis qu'il se l'était passé, ça aurait eu un effet semblable de genre... Comme le médaillon, là, ça te rentre dans la tête puis ça joue avec toi, mais tout en te laissant être plus intelligent. Là, ça, on le perd pas. Fait que j'ai l'impression que ça, ce serait comme l'effet néfaste de l'Horcrux. Il est écrit sur le diadème même « Tout homme s'enrichit quand abonde l'esprit ». Ça, c'est l'inscription gravée là-dessus. Et c'est le seul Horcrux qui a pas été détruit par le venin de basilic. Intéressant. Ben, le venin de basilic... Je compte l'épée et les crocs, là, là-dedans. C'est le feu démon qui C'est le feu démon. Ouais. Donc, la personne qui détruit l'Horcrux dans le livre, c'est attribué à Vincent Crabbe. Donc, Crabbe va faire le feu démon dans la salle sur demande, puis le diadème va être détruit dans le feu. Donc, ils vont pas... Dans le film, on voit Harry vraiment avec le croc de basilic, puis Ron le kick. Oui, fait que c'est Harry puis Ron dans le film, mais c'est vraiment Crabbe pour de vrai canon. Ouais. Puis, fun fact, si c'est pas vraiment un fun fact, là, mais dans le film... En fait, dans le livre, Crabbe meurt dans la salle sur demande après avoir fait son feu. Dans le film, l'acteur qui faisait Crabbe était impliqué dans des histoires de drogue puis tout, fait qu'il n'est pas dans le film. On a Blaise Zabini et Goyle, fait que c'est Goyle qui font tuer dans le film, qui meurt en tombant dans le feu, et c'est lui qui fait le feu. Fait que c'est pas le même. Moi, je me mélange tout le temps, fait que j'étais comme... J'ai jamais porté attention si c'était vraiment... Crabbe, c'est vraiment l'acteur plus rond, là, au niveau des joues avec les plus petits yeux. Puis Girl, c'est l'autre, là. C'est un peu plus grand, puis un peu plus comme... Lui qui a le furet d'un culotte, là, quand Malfoy est en furet, là. C'est ma référence pour vraiment savoir c'est qui, là. Je vois sa face dans ma tête. Fait que c'est ça pour le diadème. Mais je peux parler un petit peu du changement corporel à ce moment-là. Oui, s'il te plaît, si t'as de l'info, là. Mais c'est ça, au moment qu'il revient pour demander un poste à Dumbledore, il y a comme le... Ses traits sont tous comme brouillés, il y a comme le teint cireux, tu sais... Puis il vient voir... Il y a une cape, un capuchon. Avec un capuchon, fait que sûrement qu'il est rendu chauve à ce moment-là. Ah ouais. Puis c'est ça, il y a comme les yeux injectés de sang, mais c'est pas encore des fentes. Puis de qu'est-ce que je me souviens, il me semble que aussi son cartilage de nez commence à s'effriter. Donc c'était tout pour le diadème? Oui. Maintenant, on est rendu à Harry. Oui. Ben, gros morceau, là. Création. En tuant Lily Potter. C'est Voldemort. Ben, en tuant Lily Potter et lui-même, genre. Le 31 octobre 1981, à la maison des Potter à Godric Hollow. Ouais. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a un petit... Là, j'ai un petit questionnement. Parce que, tu sais, il y a un gros rituel qui englobe la création d'un Horcrux. Oui, mais c'est ça que j'allais dire quand je disais loophole, c'est que c'est parce que là, il y a juste comme pété, puis comme... Horcrux involontaire. Genre, est-ce que ça se fait? Parce que selon ce qu'on vient de dire au début, là, comme c'est un gros processus, faire un Horcrux, c'est vraiment calé en magie noire. Comme comment tu peux faire ça involontairement? Là, c'est pas un pet que tu lâches. Là. Ce que je pense qui est important de se rappeler, puis tu sais, ça va nous permettre de pas trop se casser la tête. Tu sais, il y avait une théorie comme quoi les Dursley sont méchants parce qu'Harry est un Horcrux puis est proche d'eux. Puis quand J.K. Rowling s'était fait parler de ça, elle avait dit « Harry... » Je dis le mot Horcrux, mais c'est pas un Horcrux. C'est le même principe qu'un Horcrux, mais il faut pas se dire que pour avoir créé Harry, il fallait faire toutes les mêmes étapes. C'est ça qu'elle avait dit. Ah, ben OK, ça doit être comme Quirrell que je parle. C'est comme Quirrell. Ah, OK. Peut-être qu'il a fait les étapes à Nagini, mais Harry, ça revient au même principe, mais c'est vraiment comme Dumbledore l'explique, l'âme... Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que quand il tue Lily, puis que Lily a fait la protection... L'âme de Voldemort, à ce moment-là, elle a atteint sa limite. L'âme de Voldemort est comme « Hell no! » C'est assez, là, genre... Fait que le curse rebound sur Voldemort, puis à place de comme... En tout cas, ça fait juste déchirer son âme. Il est tellement crippled, c'est pour ça que ça c'est tellement, genre, comme pas... Puis là, l'âme se déchire, puis l'âme capote, puis l'âme s'accroche à bébé Harry, qui est le seul être vivant, physique, qui est là. Fait que ça se passe, mais il y a aucune intention nulle part que ce soit ça qui se passe, tu sais, c'est juste... C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Je comprends. C'est ça. Ça fait du sens. J'accepte la réponse. C'est un petit peu ta gueule, c'est magique, les gars, c'est ça. Oui, vraiment. Exact. Donc, l'endroit où l'Horcrux est caché, Privet Drive. Sous l'escalier. C'est ça. Personne qui détruit l'Horcrux, c'est Voldemort avec Avada Kedavra dans la forêt interdite le 2 mai 98.
comme on sait, à la bataille de Poudlard. Maléfice lors de la destruction, ben pas vraiment. En fait, c'est plus une libération quasiment, voyons-le comme ça. Lui, c'est ça. Harry retrouve son âme à part entière. J'avais des commentaires, des questions, des pistes de discussion. Je veux qu'on en parle les trois ensemble de cet Horcrux. D'abord, canon. Selon Dumbledore, dans le livre, là, je sais plus trop, je pense que c'est dans le 7 qu'il va dire ça quand ils sont à King's Cross. Selon Dumbledore, avec le meurtre de Harry, parce que Voldemort s'en allait tuer bébé Harry, il allait faire son 6e Horcrux et donc avoir ses 7 parties d'âme. Dumbledore est comme, c'est sûr que c'est avec ton meurtre qu'il planifiait faire ça, parce que ça a été super symbolique. Lui, il était au courant de la prophétie. Là, c'était comme, je détruis la prophétie, puis je fais mon dernier Horcrux en même temps. Let's go, la gang! Fait que... ouais, ça fait très, très du sens. Là. Qu'est-ce que ça aurait été? Ben là, c'est ça ma question. L'épée de Gryffondor. Mais ça, c'est une théorie encore dans l'après-show que j'ai, mais qu'apparemment, c'est ça, la théorie aurait été qu'il y avait l'épée de Gryffondor avec lui ce soir-là. C'est plus plausible. Mais comment elle apparaît juste pour un fidèle Gryffondor? Ou... Je t'explique ça dans l'après-show. J'ai toute la théorie détaillée. Mais c'est une théorie, dans le fond... Moi, je crois à ça, qu'effectivement, il voulait peut-être faire un Horcrux, mais l'objet, on ne sait pas. C'était pas 100% sûr que le dernier Horcrux allait être un objet de Gryffondor. Mais ça aurait fait du sens pour avoir les 4 maisons. Oui, puis ça, je ne sais pas si l'objet fait du sens, mais je suis convaincue que oui, cette soirée-là, il avait pour intention de faire son 6e Horcrux, son dernier Horcrux, for sure. Ouais. Ça aurait pu être le choix pour aussi, peut-être. Peut-être, parce qu'à part ça, c'est quoi les objets de Gryffondor? C'est ça, j'essaie de penser, puis il n'y en a pas vraiment d'autres. Puis l'autre chose qui est quand même, qu'il faut se rappeler, c'est que Voldemort va jamais savoir qu'il y a une partie de son âme d'Harry. Non. Il va jamais l'apprendre. S'il l'avait su, est-ce que Voldemort aurait traité Harry différemment? Si tout d'un coup, Harry devient... Ouais. Ah, Harry, t'as une partie de mon âme, fait que dans le fond, je peux plus te tuer, là, parce que t'as une valeur, finalement, pour moi. Si je te tue, si tu meurs, je tue une partie de mon âme. Fait que ça me rapproche, moi, plus de la mort. Mais il l'aurait juste enfermé en quelque part, puis l'aurait rendu misérable. Séquestré. Je te nourris une fois par jour, puis... c'est direct ça qu'il aurait fait. Parce qu'il l'aurait pas aimé. Non. Il aurait juste voulu plus le tuer. Fait qu'on le garde en vie, mais on y rend pas à vue le fun. Comme dans les fanfictions, il aurait aimé la partie de lui-même que dans Harry. Exact. Mais si Voldemort avait été au courant qu'Horcrux était un Harry, Harry était un Horcrux... Harry n'aurait jamais gagné. Mais non. Il n'aurait jamais réussi avec Voldemort comme ça. Il n'aurait jamais été capable d'atteindre ses objectifs, for sure. Mais sa vie aurait été quoi, de toute façon? Misérable. À la suite des choses, là. En tout cas, mais c'est intéressant, j'aime ça, les Katsanas, que toi, par rapport à ça. Je me suis inspirée des trucs que j'ai vus. Oui, je l'attribue à des personnes sur Internet, mais... Dès qu'on en discute, je trouve que tu fais une belle sélection. Merci, oui. Ça, je peux me le donner. C'est une sélection que je fais, parce que j'en vois des commentaires, puis j'en écoute des vidéos, puis puis des fois, c'est vraiment tiré par les cheveux. Là. Je vais pas... Sinon, ça prendrait des heures si on abordait tout ce que les gens disent. Mais ça, c'est juste une réalité, tu sais. Ouais. Puis de se dire, what if, tu sais, il avait appris que son âme est dans Harry. Parce qu'il sait qu'il y a une connexion, mais c'est comme Harry qui sait aussi qu'il y a une connexion. On pense juste que c'est une connexion via la cicatrice parce que, il l'a marqué comme son égal. Mais on n'a jamais été plus loin que ça. Fait que justement, est-ce que vous vous rappelez votre réaction un peu quand vous avez appris que Harry est un Horcrux? Ouais. Mais j'étais choquée, là. J'étais chouquette. Mais avoue, c'est comme, t'es genre, c'est que je suis cave de pas l'avoir vu venir, parce que ça fait tout le sens du monde une fois que tu l'apprends, mais on le savait tout pas. Mais là, c'est là que tu commences à connecter tous les points, là. Puis être comme, OK, c'est pour ça qu'il était capable de rentrer dans la tête, c'est pour ça qu'il parle fourche-langue, puis c'est pour ça que plein d'affaires, tu sais. Ouais. Fait que... Moi, j'avais pas lu les livres à ce moment-là. Fait que j'étais au cinéma, puis j'étais comme genre... Moi, j'avais lu le dernier livre, je me rappelle, j'étais en secondaire 3, secondaire 2, secondaire 3, je pense que j'avais 13-14 ans, puis il était rendu genre 3 heures du matin. Là. Je voulais le finir avant dodo, là, puis j'avais pas dormi, j'avais lu, j'avais dévoré. Puis je me rappelle, j'étais chez mon père, à la salle, puis j'étais comme... Je pense que j'ai comme... Tu sais, quand tu fermes un livre un peu, là, que tu processes l'information. Puis j'ai passé à 2 doigts d'être comme, OK, je vais continuer demain parce que là, je pense que faut que j'arrête ce soir. En plus, on apprend ça dans le chapitre des souvenirs de Rogue. Fait que c'était beaucoup de choses en même temps. Je pense que ça faisait 4 heures que je lisais non-stop. Là. J'étais vraiment, vraiment dedans. Puis finalement, j'étais comme, OK, non, je continue ma lecture. Puis j'ai fini cette nuit-là. Mais comme je me rappelle, j'ai pris 2 minutes. Là, j'étais comme, quoi? Fait que, non, encore une fois, génie de l'auteur. On va y accorder quand même, là. C'était bon. C'est que
C'est au-delà de juste s'il est un Horcrux. C'est comment c'est amené. C'est comme, là, il n'y a pas le choix de mourir pour qu'on gagne. Là. Oui. Puis là, en tant que lecteur, t'es genre, what the fuck? Ça va-tu vraiment se finir qu'il meurt, mais que Voldemort meurt aussi, puis que 2 meurent, dans le fond? Mais vous avez vraiment pensé qu'il allait mourir? Non. Non, non, je pense, je l'ai un peu considéré, mais j'étais comme, c'est impossible, c'est un livre jeunesse, là. Mais comme première lecture, moi, j'y croyais, là, dans ma lecture, j'étais comme ça, c'est la fin du personnage. Pourtant, il reste comme 4 chapitres, je comprends pas. Comme, c'est clair que tu te poses la question, là, tu le sais pas. Tu le sais pas comment ça va finir non plus, en tout cas pour tout. Fait que je pense que j'y ai cru un peu, là, for sure. Moi, non. Non. Can't fool me, bitch. Ah oui, puis tu sais, le moment, dans le fond, là, qu'ils sont à King's Cross, c'est les limbes, right? Oui, donc ça, c'est une note que j'avais, je sais plus trop où. Mais dans le fond, une fois que... C'est pas clair, c'est ça, c'est un risque. Quand tu mais je sais pas si c'est confirmé, puis je sais pas si tu le sais quand tu décides de créer des Horcruxes, mais en fait, quelqu'un qui a créé des Horcruxes, ton âme déchirée, tu sais, c'est comme trop abominable comme geste que ton âme est destinée à rester dans les limbes éternellement. Ta partie d'âme, elle retourne pas dans toi, là. Non. Mais juste que comme les Horcruxes meurent, ça s'en va dans les limbes. Ce qu'on voit... Mais t'es condamné à ça, genre, en tant que personne. Genre, quand tu meurs, tu t'en vas dans les limbes. C'est ça. Je sais pas où que l'âme va dans le lore d'Harry Potter, à part ça. C'est quoi le paradis d'Harry Potter? Ouais, c'est ça. L'enfer d'Harry Potter. Ben non, ben oui, là, c'est techniquement, on considère qu'il y a l'enfer, il y a le paradis, mais il y a les limbes. Puis les limbes, t'as pas un repos. T'es là, puis tu souffres, puis t'es vivant, entre guillemets, comme on voit sur King's Cross, là. Oui. Fait que c'est pas là que tu veux finir. Le purgatoire, exactement. Ouais. T'es là pour toujours. Je comprends. RIP. Fait que c'est considéré comme les limbes, right? Oui, c'est les limbes. Oui, c'est la même chose. À King's Cross, c'est les limbes. Ouais, OK, c'est bon. Purgatoire, en même temps, genre, comme ça se passe dans la tête d'Harry, tout ça, genre, comme c'est... Est-ce que les limbes, bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry, mais pourquoi ça veut dire que c'est pas réel? Moi, je pense c'est ça, fait qu'on le sait pas. Moi, je trouve que ça veut dire que c'est vrai. Est-ce que les limbes, c'est genre chacun a sa perception des limbes? Parce que je pense pas que c'est beau, les limbes, sinon, là, comme c'est une belle vie, on va le voir là-dedans, là, tout blanc, tout beau, tout propre. Qu'est-ce que Dumbledore crée là pour venir parler à Harry? D'où qu'il arrive, lui? Dumbledore est du paradis, mais... Dumbledore, c'est Dieu. Genre... Ou c'est dans la tête d'Harry, puis c'est pas vrai. Mais oui. Parce qu'ils ont une conversation, Dumbledore donne de l'information, là, c'est pas... Moi, je ne pense pas que King's Cross, c'est les limbes. Genre, je pense que oui, il y a un purgatoire, oui, tu te ramasses là, mais je pense vraiment que dans cette optique-là, où est-ce qu'on est dans la tête de Harry, Harry n'est pas dans les limbes, là. C'est pas l'âme d'Harry qui est dans les limbes. L'effet que... Non, mais c'est parce que l'information que les Horcruxes sont dans les limbes, c'est tout basé sur cette scène-là. Parce que lui, il est là en dessous du banc, le petit bébé. Mais tout part de là, fait que c'est pour ça que je suis mêlée. Non, mais je comprends ton point là. Mais c'est devenu King's Cross parce qu'on est dans la tête d'Harry. Fait que ce serait une autre place pour quelqu'un d'autre. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que Dumbledore fait là? Dans la tête, dans les limbes de Harry, il n'est pas supposé être dans ses propres limbes. Du paradis. Il n'est pas supposé être genre, c'est ça, comme dans son propre paradis à lui. Genre, ou la théorie qu'on va parler tantôt fait du sens. Oui, s'il est dans les limbes, je sais. C'est ça, ben je me suis dit, dans l'après-show, on reviendra à la théorie comme quoi... Abonnez-vous, guys. Dumbledore, s'il est dans les limbes, c'est peut-être parce qu'il a créé un Horcrux. On y revient tantôt. Caline, bon, là, on est rendu à parler de, si on suit la ligne du temps encore, même si on l'a fucké tantôt, l'Horcrux temporaire qui est Quirrell. Mais dans le fond, c'est un petit peu la même chose qu'Harry, dans le sens que il a pas fait un rituel pour faire ça. Il a même pas tué personne. Dans le fond, il s'est juste accroché à Quirrell parce qu'il a même pas déchiré son âme, dans le fond, pour faire ça. C'est vraiment qu'il a utilisé Quirrell comme étant un vaisseau. Ouais. Un récipient. Ouais, un récipient. Fait que c'est un Tupperware. Quirrell, il en est mort quand il l'a quitté. Fait que je pense que c'est quand même relativement aussi un processus qui est demandant pour Quirrell d'avoir constamment Voldemort en arrière de la tête, parce que dans le film, on sait que c'est Harry qui tue Quirrell en le transformant en c'est comme poussière. la question que j'ai, que c'est mais comme... pas dans le livre. Mais pourquoi, mettons, que Harry peut détruire le vaisseau de Quirrell avec la protection de Lily, mais il peut pas, mettons, détruire le journal? En touchant le journal, tu veux dire? Oui. Mais dans le livre, ça se passe pas comme ça, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Dans le livre, c'est... Ben, il brûle Quirrell, dans le livre, mais Quirrell meurt pas devant lui. C'est juste ça la différence. Quirrell il meurt parce que Voldemort s'en va. Corps.
Ah qui oui, est ok. que le corps de Quirrell ne suit pas. Il n'est pas c'est capable. bon. Fait que Oui, c'est mais clairement c'est- un processus magique, genre, qui est quand Mais même, dans le quand même livre- demandant, ça, je dis. Dans le livre, Harry il touche Quirrell, puis ça fait de quoi? Ça le brûle? Ben, ça le brûle, mais c'est pas ça qui le tue. OK. C'est vraiment le fait que Voldemort... Oui, OK, mais le point étant, toi, c'est comme s'il avait touché le journal, il se serait passé de quoi pareil? Ouais, Tu mais sais, le là- toucher, vraiment. Mais là, en Ouais. posant la Mais je pense question, que c'est- j'ai comme répondu à Ok. mon interrogation. Mais je pense aussi que tu sais, c'est un être humain. Je pense que c'est la première interaction que Harry Ouais. a avec Voldemort aussi, Voldemort qui est vraiment là. a qu'un contrôle humain. Puis c'est Voldemort qui est pas capable de toucher Harry. Fait que tu sais, je pense que tu as un objet qui, oui, c'est l'arme de Voldemort, c'est pas Voldemort en tant que tel non plus. Là. Il y a pas comme une espèce de volonté de vouloir toucher Harry, là, je sais pas. Là. Je sais pas si vous me suivez. Déjà, Plus ou moins. Mais Plus ou moins. ça s'en vient compliqué. Moi, j'étais comme aujourd'hui, ça va être vraiment clair. Tout est clair. Le sujet est pas clair. Mais c'est parce que les Fait questions, non. comme tu dis, c'est pas un ça sujet nous qui est prend par clair. C'est pas un surprise, épisode hein. qui est clair parce qu'encore une fois, l'information est plus spéculée qu'autre chose. on est dans Puis c'est tout sauf clair. Genre. Puis, tu sais, d'une personne à l'autre, justement, il y a des gens qui rentrent la protection de Lily comme étant un moyen de détruire les Horcruxes. Fait que c'est pour ça que je l'ai comme mentionné, mais c'est vrai que là, juste en parlant 2 secondes, de Ouais, je sais pas. C'est qu'en même temps... Oui, la protection de Lily, là, l'amour, c'est bien beau, là, mais comme en même temps, de la magie noire, je pense que ça surpasse un peu éventuellement ça. Là. Voldemort le démontre en revenant à la vie, éventuellement avec le sang d'Harry. Fait que, tu sais, il y a des façons de le contrer relativement faciles. Fait que je pense pas que la protection de Lily, perso, ça serait un moyen de détruire un Horcrux. à moins que ça marche juste sur les trucs vivants. Fait que peut-être s'il avait touché Nagini. Il y en a un Anyway, câlin on à sait Nagini, là, je sais pas. On En ne tout saura cas, jamais. Mais bon, Encore c'était une fois, comme ça c'est une l'amène autre d'autres piste. questionnements. Fait que Quirrell, ouais. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire à part de Ben, c'est ça. que c'est intéressant parce que quand tu me dis ça, moi, c'est la première fois que j'entendais ça, qu'il est considéré comme Ben, un j'avais Horcrux pas pensé temporaire. non plus. C'est en écoutant le deep dive. Ouais. Puis après ça, j'ai écouté d'autres vidéos sur les Horcruxes, Ouais. puis il revenait vraiment souvent. Puis oui, je l'ai Ben- vu dans le Wiki Fandom aussi, c'est quasiment officiel comme info. Non, c'est officiel, Ouais, c'est sur Pottermore. Ok, c'est ça, c'est Wizarding sur Pottermore. World, Ouais. en tout cas. C'est l'Horcrux temporaire? Oui, ouais. c'est Ah, officiel qu'on intéressant, je classe savais pas. là-dedans. Ouais, Mais c'est la Luffy, première fois que je voyais dit ça. Ouais. OK, interesting. C'est pour ça que je voulais quand même le mentionner parce que je pense. Non, mais c'est pertinent. Là. On parle Mais- d'Horcrux, puis c'est... Mais est-ce que c'est vous un le Horcrux, considérez ça. comme un. Moi, je l'avais pas considéré comme un Horcrux, mais là, tu me dis que c'est officiel, puis que comme ça fait du sens clairement. Mais mon questionnement, c'est parce que je sais que Voldemort, sous forme spectrale, pour survivre, il possédait des animaux. Il possédait des rats, il possédait des serpents. Fait qu'est-ce que ça fait de ces animaux-là, des Horcrux temporaires aussi? Je trouve que la question se pose, parce que Ah, pour ben, survivre, oui. il jumpait d'un corps à l'autre. Voldemort, Ben oui, il a fait 100%. ça souvent. Ben oui, je trouve ça. Ben oui. OK. C'est dans le fond tout ce qui peut être utilisé pour conserver l'âme Comme récipient, genre, ouais, de son Ouais. âme. rentre dans la large catégorie d'Horcrux. D'Horcrux Ben, temporaire. c'est ça. Sauf que dans OK. la situation présente, c'est vraiment que c'est l'âme au présent de Voldemort qui est. Oui. Voldemort. qui est dans le Parce que, verso, fait que, mais tu sais, c'est mettons, pas- mais il n'a genre- pas déchiré son âme. C'est Fait ça. que c'est comme une sous-catégorie d'Horcrux au final. Parce que là, Ouais. mettons, tu sais, Voldemort, il possédait beaucoup les rats quand il était sous forme spectrale. Puis apparemment, il te fait vraiment pas longtemps parce que c'était impossible pour un rat de contenir autant de comme puissance magique. Fait que, mettons, là, tu possèdes le rat sous forme spectrale qui se transforme en Horcrux temporaire. Là, tu quittes ce corps-là, c'est plus un Horcrux. Ouais. OK. Mais ça, c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que la définition est encore plus large. Mais oui, ça me mindfuck encore plus, on dirait, genre. On essaye. On Moi, je suis essaie. comme, finalement, c'est pas un masterclass. C'est plus, comme je dis, Horcrux pour les nuls. C'est une période question. Question sans faudrait réponse. renommer les Horcrux pour les nuls, parce que littéralement, genre, c'est ça, là. On essaye vraiment du mieux qu'on peut de déchiffrer ce que c'est, genre. Ouais, je pense que je vais nommer l'épisode Horcrux 101 en parenthèse ou Horcrux pour les Ouais. nuls. 100%. Je pense que c'est très pertinent dans l'optique où est-ce qu'on en parle en ce moment, là. Oui, Fait que, vraiment. Donc, on est rendu à Nagini. oui, Nagini, dernier Horcrux qui a ouais. été créé par Voldemort avec le meurtre de l'employé du ministère Bertha Jorkins en Albanie, été 94, lors de la préparation de son plan pour revenir en force, donc la concoction de toute Ben, le tournoi la des coupe trois de feu, sorciers. exactement. On voit tout ça dans le cadre, justement. Oui, On en a déjà parlé. c'est très bien mais- Ouais. mis à l'écran. Changement corporel à la suite de la création, moi, j'ai rien trouvé. Encore une fois, ce que je disais tantôt, je pense que ça a vraiment bouclé la boucle au niveau du look de serpent, Ouais. mais comme, encore une fois, Il était pas revenu 100% humain, tu sais, à ce moment-là, c'était... je sais pas, tu sais, je pourrais pas te dire. Ben, il est pas vraiment. revenu humain, fait que
Oui. Puisque ça, c'est à la fin du 4, puis ça, c'est au début du 4. Ça, il Exact. écrit Il y a un Nagini bébé quand- cru. Ouais, c'est ça. Bébé cru, bébé poulet. Ben, poulet cru, excusez-moi. Ouais. Bébé cru depuis Bébé tantôt. cru. C'est pas alléchant comme image. Hein? Endroit où l'Horcrux est caché, ben, il n'est pas caché pantoute. Hein? Il est constamment avec Voldemort. Ben, il protège. Mais c'est ça. Puis il exerce un contrôle qui est très puissant sur Nagini, même pour un fourche-langue. Il arrive même à posséder son esprit, right? Il en prend possession pour pénétrer dans la chambre des mystères pour attaquer Arthur. Tu sais, c'est Voldemort qui est dans la tête de Nagini. Puis à ce moment-là, c'est comme ça qu'Harry arrive également à voir ce que Nagini voit parce que Voldemort est dans sa tête. Vous me suivez? Yes. Ils partagent un lien qui est très, très fort, puis arrivent à communiquer ensemble de façon télépathique. Après, pourquoi ils ont un lien aussi puissant? Ben, Nagini, à la base, comme ça a été expliqué dans Fantastic Beasts, ben, c'est une malédictus. Malédiction qui est seulement transmise de femme en femme et de façon héréditaire. Donc, c'est seulement une femme qui est capable d'être qui est maudite avec cette malédiction-là, qui lui permet de se changer en animal volontairement. La malédiction va également le faire de façon instinctive, donc elle n'a pas de contrôle tout le temps sur ses transformations en animal, puis éventuellement ne sera plus capable de se changer en humain. Donc, ça a une fin. Puis, on ne sait pas vraiment comment ils se seraient rencontrés, Nagini et Voldemort, mais on en déduit que ça s'est passé, que Nagini, ben, elle a passé de très longs moments en serpent, right, avec la même mentalité d'humaine, parce qu'apparemment, quand tu as ta transformation finale, tu gardes ta conscience humaine, tes souvenirs. Les souvenirs, exactement. Ta maman, ton papa, ton frère, ta soeur, comme tu sais, tout est là, genre. Fait qu'elle, elle a dû passer des décennies, puis tu gardes la même longévité. Tu sais, un serpent, ça vit quoi? Je sais pas, là, j'ai aucune idée. On va dire 20 ans. Ben, un être humain, ça vit jusqu'à 85-90 ans, mettons, gros max. Ben, Nagini va vivre jusqu'à 95 ans, 90 ans. Fait qu'elle, ça se peut que ça fasse genre 15 ans, là. Ça fait peut-être 15 ans qu'elle est en serpent, elle parle avec personne, elle sait pas c'est qui. Elle sait pas c'est qui, mais elle a aucun moyen de communiquer avec quiconque. Puis là, arrive Voldemort, un fourche-langue avec qui elle peut enfin lui expliquer son histoire. Fait qu'ils ont clairement une relation, ils ont développé une relation définitivement au-delà de juste « je suis un Horcrux puis c'est un serpent » comme Voldemort. C'est qui Nagini? Voldemort, Nagini lui a ressassé son histoire, elle lui a ressassé son passé. Puis au-delà de ça, ils ont vraiment clairement développé une relation très profonde ensemble. D'où la raison, je pense, pour laquelle il est très, très, très proche de Nagini. Puis il est décrit comme étant la seule chose qu'il aime. Ouais. Il va donner de l'affection comme il donnerait de l'affection à n'importe qui, ce qui est comme vraiment, vraiment pas de façon globale ou exprimée, mais on sait qu'il y a vraiment une affection pour Nagini. Il se serait rencontré en Albanie avant sa création comme Horcrux, donc entre 81 et 94, quand il était en exil sous sa forme spectrale, donc il habitait des corps d'animaux, comme je viens de mentionner plus tôt. Donc, on peut également déduire qu'il a déjà possédé Nagini. S'il l'a rencontré avant son retour, avant qu'elle soit un Horcrux, c'est clair qu'elle lui a donné son OK pour habiter son corps. True. Puis, on s'entend que Nagini, c'est un être magique à la base. Fait que clairement, elle était capable de l'endurer vraiment plus longtemps, je pense, qu'un rat. Fait qu'au-delà, encore une fois, de la connexion s'approfondit pour moi, encore une fois, avec Nagini. Comme non seulement ils se comprennent, ils arrivent à communiquer avec elle, il l'a clairement possédé longtemps. Fait que ça vient approfondir beaucoup de choses. Puis c'est écrit aussi qu'il y avait juste les serpents qui étaient enclins à survivre vraiment d'une mort certaine face à ces possessions-là. Queue de Verre se servait également du venin de Nagini. On le lit Traire Nagini dans les livres. Là. Donc, Queue de Verre se servait du venin de Nagini pour concocter des potions afin de garder Voldemort en vie. C'est le même venin qui empêchait Arthur Weasley de guérir quand il s'est fait mordre par Nagini, attaqué par Nagini. Fait que je trouve ça quand même intéressant de faire le lien, justement, entre, mettons... Ça aide Voldemort, mais ça nuit à Arthur. Ça empêche Arthur de guérir complètement. Il y a quand même un esti de clash, là. Fait que je trouvais ça quand même cool de le mentionner. Puis apparemment... Puis là, j'ai vu ça sur le wiki fandom, mais J.K. Rowling était assise sur l'idée de Nagini, qui était un être magique malédictus depuis genre au moins 20 ans. Puis apparemment, il y avait un chapitre dans le set qui était censé s'appeler « La malédiction de Nagini », dans lequel l'histoire de Nagini aurait été brièvement, j'imagine, expliquée, à savoir pourquoi il est aussi proche, puis pourquoi il en a fait un Horcrux, puis pourquoi... Comme tout ce que je viens de dire aurait été potentiellement expliqué dans ce chapitre-là, puis ça n'a jamais été sorti, ça n'a jamais été fait. Puis c'est finalement, c'est elle qui a fait un peu le move, genre, OK, mais intégrez-la dans Fantastic Beasts,
finalement. Fait que ça fait 20 ans qu'elle est assise sur cette idée-là, apparemment, du Puis il y avait un chapitre qui était censé mais je suis contente d'apprendre ça parce que, tu sais... C'est dans Fantastic Beasts, on dirait juste que c'est comme un petit peu fanservice et qu'on va juste mettre Nagini. Oui, elle revient jamais. Là, j'y allais à reculons, moi, sur cette idée-là. J'étais comme, franchement... Mais non, mais ça vient de l'auteur. C'est son idée à elle. Dans le... J'aime ça. C'est ça, elle voulait l'introduire vraiment dans le set. La malédiction de Nagini, il y avait un chapitre qui était censé vraiment s'appeler comme ça. Puis c'est jamais sorti. Fait que manière dont Nagini, là, j'en ai parlé beaucoup sur le personnage. On sait tous que c'est Neville Londubat avec l'épée de Gryffondor qui détruit Nagini. Grâce à Neville, Voldemort devient mortel. Puis Neville aurait pu être The Chosen One. Fait que, c'est fou que c'est lui. Là. Un rôle crucial mais c'est voulu, là, clairement. Là, mais c'est vu de même. Je l'avais jamais vraiment catché de même. Comme, oui, OK, c'est symbolique. Parfois, il fait détruire un Horcrux. Mais non, il fait détruire le dernier Horcrux qui fait que c'est ça. À Voldemort, après, peut mourir. Fait que c'est comme si il tue Voldemort. Le rôle ça de revient, Neville, la prophétie. Il y a une partie un peu de la prophétie là-dedans aussi. Le lien, il fait en affaire, définitivement. Je trouve ça cool. Ouais. For sure. Continue. C'était pas mal ça. Dans le fond, c'est... comme je dis, Voldemort était super protecteur de Nagini. Il sentait ses Horcruxes se faire détruire. Il l'a protégée constamment. Il était constamment à côté d'elle, dans une espèce de bulle protectrice. Puis quand il pensait qu'Harry était mort, il a comme slacké un peu sur Nagini. Encore une fois, ça a été son erreur. Puis Neville là-dessus. Puis finalement, Voldemort, le siège social des Horcruxes s'écroule. Faillite. C'est intéressant. Je pense que Nagini, perso, c'est mon Horcrux préf. Je trouve que le background qui l'englobe, je trouve ça tellement intéressant de creuser un peu là-dessus. J'ai aimé ça faire la recherche, perso. Je trouvais ça le fun de lire sur comme le lien qui unissait. C'est clairement l'Horcrux avec lequel Voldemort a une connexion la plus profonde. Ouais. Puis... c'était pas prévu. Dans le sens, si Voldemort avait jamais chuté en essayant de tuer Lily puis James, il aurait jamais fait Nagini, tu sais. Fait que c'est comme... L'Horcrux qui était pas planifié tant que ça, ça a été... C'était planifié, mais sur son plan, clairement, qui a tout concocté elle l'accompagne depuis Forme spectrale en Albanie, là, clairement. Puis elle arrive, parce qu'on n'en parle pas du tout, du 1 au 4, elle arrive dans le 4e. Fait que, on sait qu'elle elle n'est pas arrivée à la chute de Voldemort, mais elle est arrivée clairement genre dans ces moments-là. André, je trouve ça cute de savoir qu'il y a comme une relation d'amour avec... Moi, c'est sa best friend, Nagini, là, c'est sa girl. Je sais pas, André, je trouve ça le fun qu'il vive un petit peu d'amour, genre. Oui, il y a ça, il y aura eu ça. Encore une fois, je pense qu'il aime beaucoup plus la partie de lui qui en elle que Nagini en tant que tel, mais je pense que du fait que ce soit un fourche-langue, un serpent, puis que... Nagini, clairement, c'est... je pense qu'il était déjà attaché à elle avant que ça devienne un Horcrux, tu sais. Oui, définitivement. Il y avait une bonne relation avec elle, tu sais. Puis fidèle au bout, là, on va se le dire, là, comme on s'entend. Nagini non plus, on sait pas ce qu'elle dit, on sait pas ce qu'elle ressent, mais comme... Clairement, elle doit être contente en crise de pouvoir jaser avec quelqu'un, puis... En tout cas, moi, ça m'étonne pas qu'elle soit aussi fidèle à Voldemort à ce niveau-là, for sure. J'adore. Ben écoutez, ça marque la fin du masterclass pour les nuls. J'espère que ça vous a plu, les auditeurs. Merci beaucoup, Félix et Émilie, pour votre recherche. Moi, j'étais vraiment confiante au début de l'épisode, puis ça a pris des virages un peu boiteux là, par moment, mais c'est correct. Je pense qu'on va pas tant avoir perdu les gens, tant que les gens nous suivaient dans nos questionnements, puis dans nos élaborations, nos spéculations. Mais à un certain point, on essaie de travailler avec ce qu'on a. Là, exactement. Fait on fait de notre mieux. On fait de notre mieux. Maintenant, on va y aller avec des théories, comme je dis depuis le début de l'épisode, dans l'après-show, c'est là qu'on se dirige. Donc, pourquoi il n'y a pas plus de sorciers qui ont créé des Horcruxes? On va expliquer la théorie entourant ça. L'Horcrux que Dumbledore aurait créé, théorie entourant ça, que j'avais frôlé dans l'épisode sur les théories, justement, mais je m'étais vraiment pas aventurée. J'ai tout découvert ça récemment. Je vais un peu plus développer sur, justement, la théorie comme quoi Voldemort avait peut-être l'épée de Gryffondor avec lui à Godric's Hollow le soir du meurtre de Lily James. Puis il y a une petite théorie concernant le fait que Rogue aurait fait un Horcrux en tuant Dumbledore. Intéressant. Cool! Oui. C'est des théories! C'est des théories. Mais encore une fois, merci. Merci. Ouais, merci pour les gens qui veulent continuer à entendre parler d'Horcrux. Ça se passe dans l'après-show Patreon, la salle sur demande. Le lien est sous la vidéo, sous l'épisode que vous écoutez. Et merci beaucoup. On se voit au prochain épisode. Merci Émilie, Félix. Bye tout le monde. Bye. Bye.